Bagarre, procès, meuf, boulot. Est-ce que t'es forcé de cramer ta vie quand tu milites? On en parle ce soir sur Fumigène. Fumigène. Bonsoir à tous et bienvenue déjà pour ce 6e épisode de Fumigène. Ici Théodore, Durac, Thibaudet. Messieurs, comment allez-vous? Bonsoir à tous, bonsoir Théodore, ça va très bien, et bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent fidèlement. Bonsoir à tous, et avant qu'on commence, je tiens quand même à ce qu'on s'excuse pour le retard d'une semaine a priori. Peut-être un peu plus si on est vraiment mauvais. Non, on va Mais, essayer des petits soucis d'emploi du temps, on a du mal à tenir le planning. C'est le mois de mai, il y a des jours fériés, il y a des grands ponts. Voilà, on a des impératifs aussi. Il y a des gens qui partent en vacances surtout. On visite. Bon, voilà, donc excusez-nous, effectivement, nous sommes de retour, 6e épisode un peu plus pratico-pratique, tourné vers le militantisme. Et aujourd'hui, on va parler des risques et des récompenses du militantisme. Alors, c'est une idée qui nous trottait un peu dans la tête, mais qui a été confirmée en termes de pertinence par Anthony Radioactif, qui se faisait interviewer par Vincent chez Les Braves, et qui a parlé de nous. Donc déjà, on le remercie de prendre le temps de nous écouter, et qui a dit qu'on avait peut-être un petit peu fait changer d'avis, en partie en tout cas, sur des risques concrets et les atouts, les avantages aussi, que pouvait proposer le militantisme de rue, d'activisme, voire en partie officiel. Et on s'est dit, si les gens se posent la question, c'est peut-être un thème intéressant. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait, c'est-à-dire que on prétend être un podcast militant, donc c'est logique qu'on s'intéresse à des problématiques qui soient... qui concerne concrètement les militants, et celle du risque revient souvent. Donc toi, Théodore, tu as évoqué Anthony de Radioactif chez Les Braves, mais c'est aussi ce sujet des risques et des récompenses du militantisme, un sujet qui revient beaucoup sous la plume de Raphaël Emma, qui en parle pas mal sur Twitter, et on s'est dit que c'était l'occasion de participer un petit peu à cette discussion en apportant notre expérience et notre point de vue. Donc l'épisode se destinera bien sûr aux gens qui militent tout ça, mais ça peut aussi intéresser les gens qui pensent peut-être s'engager, mais qui hésitent à franchir le pas. Ça leur permettra peut-être d'avoir... ça leur donnera les infos nécessaires, tout simplement, pour savoir s'il faut le faire. Et donc, c'est la prétention d'un podcast militant comme l'autre de répondre à ce genre de préoccupations. Ouais. Quoi. Je précise qu'on ne sera pas biaisé, on ne va pas faire une psyop marketing en faveur du militantisme, on sera Oui. honnête concernant les risques et les rétributions. Oui, tout à fait. Oui, parce que je pense que c'est un sujet plus important que ce qu'on peut croire, parce qu'effectivement, c'est le cas d'Anthony Radioactif, il peut y avoir des fantasmes à démystifier. Donc le but, c'est de proposer, nous, un témoignage le plus exhaustif et sincère possible, ne pas minimiser ni surestimer les risques et les récompenses pour que vous puissiez vous faire un avis en toute connaissance de cause. Mais effectivement, on ne peut pas simplement répondre comme on peut le faire des fois entre militants. Après tout, avant on mourait dans les tranchées, donc on peut se bouger le cul pour militer un petit peu dans un temps un peu plus paisible. Ce que je pense également, enfin on le pense évidemment en tant que militant, mais on peut pas seulement répondre ça, parce qu'il y a des vrais arguments parfois. Moi, une fois, quand j'ai dit ça à quelqu'un, on m'a répondu oui, mais le pollu, quand il mettait 2 balles dans la tête à un Allemand, il n'allait pas en prison. Il avait toujours une base arrière dans laquelle profiter d'une certaine prospérité, d'une certaine gloire. Et de nos jours, même si le combat politique direct est peut-être un peu moins dangereux, Beaucoup, même si tu comprends. Oui, voilà, on n'est pas en temps de guerre. Mais peut-être effectivement qu'il y a des fantasmes ou en tout cas des idées reçues sur le fait qu'on puisse avoir du mal à mener une vie correctement après coup. Donc je pense on doit forcément leur répondre avec le témoignage le plus sincère possible. Après, ceci étant dit, à la réponse, faut-il militer, faut-il, en tout cas, peu importe la façon, faut-il mener le combat pour notre peuple? La réponse est évidemment oui, je le précise à nos auditeurs. Hein. Oui. Oui, et je préciserai autre chose aussi, c'est que nous, ce qu'on vous donne, c'est un point de vue qui est tiré de notre expérience. On ne prétend pas parler au nom de l'univers entier. C'est-à-dire qu'on parle depuis un point de vue qui est activiste, alors qu'il y a d'autres formes d'engagement, mais on va parler du point de vue activiste. On parle d'un point de vue identitaire, c'est-à-dire que peut-être que ce qu'on dit là, on pourrait le modifier à la hausse ou à la baisse dans d'autres familles politiques. Et c'est aussi un témoignage pour nous qui militons, qui avons milité à Toulouse. Peut-être qu'il y a des logiques aussi géographiques différentes à prendre en compte. Donc on prétend pas ici
vous donner, enfin faire parole d'évangile, hein, c'est juste un témoignage d'expérience de. Bah, nous tous, on a quand même pas mal d'années dans les pattes d'engagement politique. Donc l'idée, c'est simplement d'essayer d'évaluer en fait, hein, les risques et les rétributions. Et si je ne m'abuse, tu pourrais nous en dire plus de Théodore, on va diviser l'épisode en thèmes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, évidemment, ça c'est bon pour le watch time, on va parler de bagarre, Oui, évidemment. oui. Ça, on peut pas y échapper, on va en parler, et on a des anecdotes à ce sujet, ne vous en faites pas. On va parler de risques judiciaires, on va parler de travail, de risques financiers également, de relationnels, de communauté. Pour à qui s'intéressent, on va aussi parler de femmes, évidemment. Malheureusement. Malheureusement, on a des choses à dire, et pas forcément dans les récompenses. Du dev perso, de la formation, l'aventure, et tout cela. Et on va peut-être même répondre à certaines interrogations d'Anthony Radioactif qu'il se posait sur d'autres façons de militer. Et ne vous en faites pas, puisque comme d'habitude, on va chapitrer de toute façon l'épisode. Donc si une thématique vous intéresse plus que les autres, regardez l'épisode sur YouTube qui contient un chapitrage et vous pourrez regarder ce qui vous intéresse en priorité. Voilà. Parfait. Eh bien, commençons. Risques et récompenses. On va commencer par les bagarres, évidemment. Et à cela, déjà, j'ai envie de faire une petite introduction à ce sujet. On a tous ici milité chez les identitaires dans plusieurs structures différentes, mais aussi soit en tant que prestataire, entre guillemets, soit moi-même en tant qu'interne chez Reconquête, on a milité avec et dedans les partis officiels. Et il y a une sorte de paradoxe, j'ai l'impression, c'est que chez les identitaires, et a fortiori depuis que GI n'existe plus, et qu'on a plutôt des structures locales, etc., qui ont moins un rayonnement médiatique national, mais on est moins connu, mais le militantisme et l'activisme de rue attirent toujours des personnes, en général un peu plus chevronnées, déterminées, un peu plus solides parfois, il faut l'avouer, qui ont un peu moins peur, un peu plus peut-être brûlées. Donc on est à la fois peut-être un peu mieux entouré dans la rue, et on colle, entre guillemets, des affiches, on stick, on tracte, des choses moins connues, à moins qu'il y ait un gros mot rémigration qui détermine tout de suite qui on est. Alors que dans le militantisme, j'ai envie de dire partisan, notamment pendant les présidentielles, où tout le monde était très militant, mais on est parfois, ça ratisse large, donc on est entouré de gens qui sont pas forcément des têtes brûlées, mais en même temps, dès qu'on colle une affiche, tout le monde connaît la tête de Gargamel. Et oui. Donc, il y a ce paradoxe qui fait que, alors, pas sur toutes les formes de militantisme, là on parle de militantisme, on va dire... Activiste. Oui, l'activisme, mais dans l'activisme un peu régulier, le collage, le tractage, etc. Mais peut-être que là, il y a un paradoxe où c'est parfois peut-être un peu moins dangereux, j'ai l'impression, c'est peut-être pas votre avis, avec les identitaires. Par contre, dans d'autres formes d'activisme, en dehors du collage, ça peut s'inverser. Donc il y a des paradoxes. C'est tout ce que je voulais démarrer pour l'introduction. Ça c'est un truc, je pense que tous les gens qui ont fait un peu les deux peuvent comparer. Hein. Quand vous allez dans un quartier un peu chaud, que vous collez la grosse tête de Zemmour ou que vous collez une affiche, voilà, ou Marine, hein, et que vous comparez avec le fait de coller une affiche où il y a simplement des mots politiques dessus, par exemple, effectivement la réaction des autochtones, non, des allochtones, n'est pas forcément la même, ça c'est vrai. On connaît tous les images où vous avez des marchés de France où vous avez des militants, parfois même âgés, hein, de différents partis politiques qui distribuent des tracts. Bon, de fait, ils sont étiquetés, on va dire, de loin. Du coup, ils peuvent se faire embrouiller très vite. Or, c'est les profils qui sont les moins aguerris pour affronter ce genre de situation. Alors que nous, effectivement, il y a un tri qui se fait au recrutement, et puis de toute façon, il y a des effets de sélection, ce qui fait que, ce qui nous protège aussi, c'est que mettez-vous dans la tête, je sais pas, d'un militant antifasciste quelconque, vous êtes un groupe de 3, vous voulez aller emmerder un groupe... en fait, entre emmerder 3 mamies qui tractent pour le RN ou 3 types de 20 ans où ça se voit que ils savent se défendre. Ça me rend des coups, en tout cas. Voilà, en tout cas, évidemment qu'ils s'attaquent aux plus faibles et pas aux plus forts. Enfin, ça, c'est assez logique. Mais effectivement, oui, il y a il y a un peu ce genre de paradoxe, effectivement. Ouais. Et donc, oui, je sais pas si je commence par exemple avec aussi les paradoxes que tu disais, aussi géographiques, etc. Il y a beaucoup d'aléatoires. Tout dépend de la structure, mais aussi de l'endroit est-ce qu'on est dans un parti, est-ce qu'on est dans un groupe activiste, est-ce qu'on est à tel endroit, tel autre endroit, mais aussi, mais parfois il y a l'aléatoire des cadres, des personnes qui s'entourent. Est-ce que vous collez un soir où il y a un leader qui sait ce qu'il fait ou pas?
Est-ce que vous êtes bien entouré dans le groupe? Est-ce que vous êtes bien formé? Donc il y a vraiment beaucoup d'aléatoires qui rentrent en cause. Oui. Et Alors après, effectivement, il y a de l'aléatoire, voilà. Maintenant, moi, j'aimerais bien déjà casser un peu une image qui existe parmi les gens qui ne militent pas, mais qui regardent le milieu militant, c'est qu'il peut y avoir cette idée selon laquelle c'est la marave perpétuelle. En fait, non, c'est pas le cas du tout. Bon, je vais prendre mon cas personnel. Moi, j'ai commencé à militer il y a 9 ans. J'ai dû faire... j'ai pas compté avant de venir, mais je dirais à vue de pied, j'ai dû faire aller peut-être 10 bagarres. Et certaines sont par an, quoi. C'est pas énorme. Ouais, en gros c'est ça. Et puis certaines sont vraiment voilà, on s'échange 3 pains, c'est fini. D'autres c'est un peu plus énervé. Et en période de présidentielle qui Ouais. est passée entre les deux, on parle de tes débuts, c'était carrément la génération identitaire, à son apogée puis à la dissolution. Donc ça peut paraître beaucoup pour les gens pas du tout initiés, mais presque c'est anodin en fait. Oui, sachant que c'est une ville comme Toulouse. Et Toulouse a longtemps eu la réputation d'être un bastion antifasciste. En fait, c'était assez vrai avant, ça l'est quand même moins maintenant. C'est-à-dire que avant que je commence à militer, il y a évidemment des gens qui militaient avant moi qui me racontaient un peu le climat. Si vous militiez chez les identitaires en 2012, 13, 14, c'était beaucoup plus chaud que de militer maintenant. De fait, le camp d'en face, ils sont beaucoup ramollis. Je soupçonne qu'ils sont moins nombreux, même si évidemment, j'ai pas de preuves ou de chiffres, mais c'est l'impression que j'ai. Moins formé aussi, peut-être moins. Ouais. Moi, ma théorie personnelle, mais j'ai absolument rien pour l'étayer, c'est qu'en fait, la vieille génération, a arrêté, comme c'est toujours le cas. Et moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien transmis à la génération d'après, qui du coup recrutent un peu des éléments beaucoup moins fiables de leur côté. Enfin, c'est un peu des neuils de campus un peu nuls. Il y a une prise des cadres et il n'y a pas eu de transmission. Moi, c'est ma théorie en tout cas. Je sais pas si elle est vraie, mais c'est ma théorie. Mais dites-vous que même dans une ville qui a la répute d'être un bastion antifasciste comme Toulouse, aujourd'hui, si vous militiez dans les rangs identitaires, faut pas vous se dire je vais me cartonner chaque semaine, c'est pas vrai. Il y a d'autres villes où c'est vraiment chaud. Hein. Bordeaux, on sait que c'est très très chaud, parce qu'en fait, la tribune du stade est antifa, et elle tourne très souvent. Là, ça peut devenir vraiment tendu. Mais voilà, je pense qu'il faut pas exagérer ce truc-là non plus, quoi. Pour un autre ordre de grandeur, moi j'ai milité depuis 5-6 ans, 2 à Reconquête et 4 ans avec les identitaires, 3 ans et quelques, et on est à 4 bagarres pour ma part, donc j'en ai eu drastiquement moins, et j'inclus par exemple la grosse bagarre dont j'ai parlé pendant les mythiques de Villepinte, dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Donc si on enlève ça, parce qu'il se trouve que j'étais au milieu de cette bagarre, donc effectivement j'étais, mais si on enlève ça, on est qu'à 3 bagarres en 6 ans de militantisme, entre guillemets. Ça recoupe un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que l'engagement politique a toujours des risques, mais les risques de violence et tout, si on prend le temps long, par exemple, du XXe siècle européen, évidemment que c'est beaucoup moins violent de faire de l'activisme maintenant que ça ne l'a été dans les années 80, que dans les années 60, dans les années 40, etc. Voilà, on en parlait. Évidemment, il y a le cas Quentin, hein, donc les risques existent. Maintenant, oui, c'est pas non plus... c'est pas Gangs of New York tous les jours parce que vous décidez de coller des affiches non plus, quoi. C'est ça, même si c'est vrai qu'avec l'affaire Quentin, je pense que les gens doivent s'imaginer l'inverse. Voilà, faut pas non plus trop se focaliser dessus. Et en vrai, je pense que je suis après sur la même moyenne que vous. Là, j'essaie de compter. Je crois que c'est 4 aussi en 4 ans. C'est la moyenne, en fait. Non, moins 2 ou 3 en commun. Ce sera peut-être l'occasion d'évoquer la dernière. Ou, bref. Avant de faire ça, peut-être la question des bagarres, parce que là, donc, on évoque la question du risque. Et donc, on a parlé de la question des rétributions. Bon, les risques à cause de la bagarre, qu'est-ce qu'on risque finalement? Admettons, voilà, on peut se battre, ça arrive. En vrai, d'expérience, la majeure partie du temps, il n'y a pas de suite. Après, c'est toujours pareil, ça dépend des trucs. Si vous vous latez à 50 contre 50 sous les caméras, bon là, ok, évidemment, c'est panier à salade, procès et compagnie. Maintenant, si c'est juste la bagarre, où vous êtes 3, vous sortez en ville, il y a 3 types, ça se cogne dessus, il peut tout à fait ne rien se passer aussi. Enfin voilà, c'est pas automatique, même si le taux, je dirais, de répression, je sais pas si c'est le bon terme, mais de suite judiciaire en tout cas, est aujourd'hui beaucoup plus élevé que par le passé, puisqu'il y a des caméras partout, parce que les gens ont des smartphones, donc à la moindre embrouille, s'il y a des passants, ils sont terrifiés, ils appellent les flics tout de suite. Enfin, ça existe. Maintenant, il y a beaucoup d'affrontements où ça se cogne, et parfois même assez sévèrement, et puis en fait, il n'y a pas de suite, parce que tant que personne va porter plainte, il n'y a pas de suite, quoi. Voilà. Puis aussi l'inverse, au fait, même quand ça se cogne pas vraiment, mais que vous pourrez laisser penser qu'il y a un début de bagarre, il peut y avoir des suites judiciaires de malade mental envers les militants qui sont très à droite. Oui, bien sûr. On a eu des exemples aussi. Vous allez sur l'Observatoire des violences politiques, il y a pas mal d'exemples comme ça. C'est assez frappant. Il y a une patate qui est donnée et vous avez 10 types qui prennent du sursis parce qu'ils avaient les mauvaises idées, en fait. Oui, tout à fait. Il y a l'émercement, il y a des guet-apens à 8 contre 1.
où les types sont même pas en contrôle judiciaire, sont libérés dès le lendemain après leur Oui, paru, quoi. les antifas libérés. Les gauches, je parle évidemment. On fait pas des 8 contre 1 en ratonnade, ça n'existe que dans les fantasmes, ça. Mais et après, donc ça c'est pour la partie risque. Donc le risque aussi, il est évident. Enfin, j'ai envie de dire, il est médical, quoi. Médical, Mais en vrai, moi, de mon expérience militante personnelle, en général, les risques de cet ordre-là, les risques physiques, ou plutôt les conséquences physiques des bagarres, bon, c'est quelques bleus. Parfois, ça peut être un pouce cassé, un poignet, une entorse, ce qui est pas drôle, hein. Oui. Ça peut être plus sévère, c'est vrai, c'est déjà arrivé. Bon, j'ai déjà un de mes camarades qui s'est pris un coup de poing américain dans la tronche, ça laisse des traces. Moi, alors, je sais que ça existe, mais c'est pas non plus risque de coma à chaque sortie de collège d'affiche, hein. Alors là, on va croire comment, mais moi, on a même des exemples d'un de nos militants, alors pas de nos militants, mais d'un proche militant d'une structure voisine qui s'est fait lyncher en sortie d'un événement, mais seul, donc à 6 contre 1. En fait, le mec a pas grand-chose. Quentin, oui, ça arrive, et parfois les gens en face, juste ils veulent te mettre à l'amende, te mettre un peu la misère, te faire peur, mais eux aussi ont peur parfois des risques judiciaires et ils vont pas jusqu'au meurtre, en fait, juste ils te mettent quelques coups de pied et ça s'arrête, entre guillemets. Oui, non, mais tout à fait, parce que c'est toujours pareil aussi, il faut bien comprendre que dans leurs mouvances, dans les mouvances d'en face, les mouvances d'extrême gauche, en fait, il y a vraiment... Alors ça, c'est un truc qu'on avait dit dans notre passage chez les Braves, je crois. C'est que, il y a un mème sur Internet comme quoi tous les antifas seraient des hommes soja, etc. Bon, ça, c'est pas vrai. C'est vraiment pile ou face, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des types qui sont effectivement des brindilles, ils font peur à personne, il n'y a aucune crainte à avoir, et ces mecs-là vont faire les shows sur Internet, j'ai envie de dire. Ils vont faire les bonhommes, et quand vient le moment de la bagarre, si jamais ils tombent sur un type au sol, certains ils vont hésiter avant d'y aller parce qu'ils n'ont pas ce rapport-là à la violence. Mais vous avez l'inverse aussi, vous avez les mecs qui sont endurcis, qui pensent qu'à ça toute la journée, qui eux peuvent vraiment faire des sacrés dégâts, quoi. Donc c'est pour ça aussi que nous, on encourage les gens qui militent à faire par exemple des sports de combat, des choses comme ça, parce que le jour où vous avez une embrouille, c'est toujours mieux de savoir comment transférer son poids pour mettre un pain, comment mettre une garde un peu, même si on sait bien que c'est pas un ring, que voilà, dans la rue ça n'a rien à voir. Il vaut mieux avoir quelques bases que rien du tout pour éviter le pire, quoi. Ouais. Et puis acheter des gazeuses aussi. Oui, voilà. Oui, parce que ça, on peut en parler d'ailleurs. Oui. Vas-y, Thibaut. Oui, c'est un petit peu devenu la spécialité, donc je peux aborder le sujet, mais en fait, grosso modo, je vais prendre l'exemple d'un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps. En fait, quand tu milites depuis quelques années, grosso modo, les antifas connaissent ta tête, parce que leur délire aussi, c'est de ficher les gens, machin. Donc, tu te fais brancher en V4 par des antifas. En fait, en V4, même si vous êtes méga bon sport de combat, vous vous faites plus ou moins lâcher sur le trottoir. Et en fait, quand vous avez l'outil magique qui s'appelle le petit spray au poivre qui est dans la poche, en fait, vous les gazez et voilà, c'est fini. Voilà, vous gagnez par KO, élimination de l'adversaire. Oui, tout à fait, parce que si vous n'avez jamais pris de lacrymo, vous pouvez pas le savoir. Mais la lacrymo, c'est diablement efficace. Enfin, c'est très très bon pour. C'est même pour pas la paralyser. lacrymo des flics, hein, le spray au poivre fait beaucoup plus mal. Le gel là qui colle. Ça c'est bien horrible. Bon, on peut parler de récompense, justement. Pourquoi on sait ce que ça fait? C'est parce qu'on s'entraîne durant certaines fois nos week-ends cohésion, et lorsqu'on a des exercices d'entraînement militant, ça peut arriver qu'on se spraye volontairement pour voir ce que ça fait, entre guillemets, quoi. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça. Puis il n'y a pas non plus à se dire, mais c'est pas chevaleresque. Non, on s'en bat les couilles, en fait. Non, mais en face, c'est pas des chevaliers, donc nous, on n'a pas à l'être. L'idée, en fait, c'est de penser de manière égoïste. Comment faire pour se défendre du plus efficace sur le plan physique et même sur le plan judiciaire, parce que si vous pouvez gagner une bagarre en mettant 2 pains à un type, bon, c'est pas la peine de lui sauter à pieds joints sur la tronche et de passer 20 ans en tôle, quoi. Enfin, là, pour le coup, c'est débile. Le seul résultat, c'est que vous avez un militant en moins dans la rue qui, dans une cellule, a demandé si les Arabes vont pas le planter à la douche, quoi. Oui. Donc, oui, il faut aussi garder un sens du raisonnable, si j'ose dire, quoi. Et d'ailleurs, c'est simple, la seule fois où on a utilisé la lacrymo, donc ça se compte sur les doigts d'une main, je crois, ici, c'était toujours quand on était en 8 contre 3, en 4v1. Oui, alors en infériorité. En infériorité, évidemment. Ouais. C'était en défense, etc. Et que c'est déjà arrivé qu'on est sur nous et qu'on ne la sorte pas lorsqu'il n'y en avait pas besoin. Oui, tout à fait. Quand juste on prend des coups, on en rend 2-3 et personne sort de la lacrymo, quoi. D'ailleurs, paradoxe, tu as parlé des Arabes. C'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup dans les épisodes, évidemment. Mais un autre paradoxe, de toutes mes altercations ou des altercations que des collègues militants ont eues, c'est souvent des rouges, il faut l'avouer, des antifas,
et beaucoup moins les Arabes. Oui, en fait, c'est assez simple, c'est que les Arabes sont globalement pas politisés, Oui. ils connaissent pas du tout nos milieux, enfin, ils savent rien du tout, ils connaissent pas les codes vestimentaires, les choses comme ça les intéresse franchement pas. Donc en fait, il y a très peu d'affrontements avec eux, en fait. Hein. Et puis c'est aussi une logique géographique, c'est que s'ils habitent dans leur quartier, enfin à Toulouse, si le mec habite au Mirail ou à la Reinerie, on va jamais le croiser, quoi, concrètement. Donc, Oui, enfin, sauf qu'on est débile et qu'on va coller au Mirail en pleine campagne présidentielle avec oui, Génération Zemmour, ben voilà. Et qu'on se prend une menace au couteau et les antifas et des Arabes qui arrivent en commun. Bon, ça peut arriver aussi, bien sûr, mais là, c'est nous qui étions débiles. C'est bien que tu parles des menaces au couteau, parce que là, on disait que les risques physiques dans les bagarres politiques étaient assez faibles. Mais si jamais, par contre, c'est en gros des Arabes qui captent que vous êtes d'extrême droite, qui viennent vous embrouiller, eux, par contre, ils ont des couteaux et les risques judiciaires, ils s'en branlent et vous pouvez vraiment faire planter, là, par contre. Oui, non, mais ça, la crime au cas où. Voilà, c'est ça. Théodore disait, il y a plus de chances de se battre contre des gauches que contre des Arabes. Ouais. Par contre, les bastons contre les Arabes sont beaucoup plus vénères. Ouais. Parce que eux, d'une part, sont bien entourés. C'est-à-dire que c'est le truc classique. Hein. Admettons, vous avez une embrouille avec un Arabe dans une rue, les Arabes qui passent autour, ils prennent le parti du mec en face et pas le vôtre automatiquement. Oui, automatiquement, ils se connaissent pas, mais il y a la solidarité ethnique naturelle. Donc voilà. Deuxième élément, les mecs ont le goût du couteau. Clairement. Cette utilisation du mouton égorgé dans la baignoire, hein, ça laisse des traces. Et souvent aussi les substances. Ouais. Il s'avère que moi enfin ici qu'on connaît tous, hein, on a un camarade qui une fois sorti de boîte à Toulouse, il est avec un ami à lui, il s'embrouille contre des Arabes. Les mecs sont défoncés complètement à la cocaïne, ils ont les pupilles, enfin je fais comme ça, mais on a l'audio donc on le voit pas, c'est très con, mais ils sont complètement dilatés. Voilà, Comas. Les mecs sont très très vénères. Bon, la bagarre devient évidemment hyper sale, mais très très sale, parce que les types sont défoncés à la coke, ils sentent pas la douleur, ils font n'importe quoi, sentiment d'hyperpuissance. Donc oui, ils ont été obligés de leur éclater la tête contre le trottoir, mais il y a un moment, bon, c'est de la légitime défense aussi, quoi. Voilà, on ne dira pas les noms, mais voilà. Par exemple, je dirais que, par exemple, quand on fait des actions un peu spectaculaires, type agite-prop, déjà, c'est vraiment très rare que ça, de mon souvenir, hein, que ça parte en bagarre sur des lieux d'action. J'ai souvenir. Parce qu'en général, bon, les passants sont un peu subjugués, mais c'est des passants, ils réagissent pas trop. À la limite, ils gueulent un truc, c'est le facho, mais ça s'arrête là. Ils filment, souvent. Voilà. Mais déjà, il y a peu de bagarres, mais même dans le cadre politique, quand on va, je sais pas, tracter ou quoi, en général, c'est plutôt quelques gauches qui réagissent, mais c'est pas des Arabes, quoi. Les mecs, ça les intéresse vraiment pas. Vraiment pas, ouais. Alors, justement, d'où le paradoxe, moi, c'est sauf dans la campagne de Zemmour, quand j'étais chez Reconquête, où les 2-3 altercations qui n'ont pas donné lieu à des bagarres, parce qu'aussi on a bien réagi, mais ça a été les Arabes, lorsqu'ils voient que tu colles pour Zemmour et qu'ils t'accusent d'abord d'être payé par le Mossad pour coller. Ils s'imaginent pas qu'on puisse coller pour Zemmour gratuitement, donc forcément on est pour le Mossad. Non, ils pensent qu'il faut qu'Israël soit derrière pour qu'on les déteste, mais en fait on fait ça très bien tout seul. Gratuitement on vous déteste en fait. Enfin je veux dire, oui, bien sûr. Non, mais les gens qui sont politiques. Mais pour revenir sur ce que tu disais, mais c'est ce qu'on disait au début, c'est que vu qu'ils sont pas politisés, si par exemple on fait une affiche où il écrit remigration, ils savent pas ce que c'est. Oui. Puis de toute façon ils lisent pas, parce que c'est pas écrit dans l'écriture avec des petites vagues là, donc ils savent pas lire. Mais surtout, par contre la grosse tête de Zemmour ils connaissent. Oui. Donc là par contre, et c'est pour ça qu'il y a eu pendant la présidentielle plein d'images, on voyait des Arabes embrouiller des couleurs GZ, etc. Parce que là il y a pas besoin d'y connaître quoi que ce soit à la politique. C'est ok, Zemmour c'est le mec qui aime pas les gens, c'est le mec qui n'aime pas les Algériens. Vas-y on va embrouiller les mecs qui collent pour lui. Ok, Zemmour c'est un juif, voilà. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi clairement. Ça nous est arrivé une seule fois, moi je pense vraiment au collage où les Arabes captent en gros quelles sont nos idées. Erreur de casting, on est collé dans un coin, évidemment on n'allait recruter personne parce que c'était à Colomiers, donc c'est une ville qui est proche de Toulouse, où il y a des coins plutôt remplacés. En fait, le rebeu regarde nos affiches, il nous regarde et le mec commençait à faire Zigaï, machin, des trucs horribles. Il se faisait à faire le moustache d'Hitler en nous regardant, d'accord, j'ai envie qu'il était quoi. Moi, j'ai pour vite fait une anecdote aussi où c'était un collage pendant la présidentielle. Avant, c'était quand Génération Zemmour existait, mais pas encore Reconquête. On collait, on était une dizaine de personnes quand même, un gros collage avec pas mal de nouveaux. Et donc c'était moi qui étais, on va dire, le cadre sur ce collage-là. Et une voiture d'arabe s'arrête, forcément, ils sont que 2 ou 3, donc ça va. Ils commencent à me dire on va tout déchirer, etc. Pas trop mais véhément, mais un peu style un peu taquin comme ils peuvent avoir. C'est leur style, ça. Et surtout quand ils sont encore en infériorité numérique, ils jaugent un petit peu. Donc là, on a les militants un peu subjugués. Moi, je me souviens, je fais les gars, continuez de coller, quoi. Je m'en occupe, je vais parler avec eux. Il y avait un Milouf à l'époque, militant assez solide et surtout régulier, qui vient avec moi pour être, on va dire, en discussion de 2 contre 3. Et je me souviens le rebeu qui dit ouais les gars on va jouer un jeu, on joue la bagarre et celui qui gagne il peut coller qui il veut.
Et du coup, en fait, il faut évidemment rentrer dans leur jeu, rentrer dans leur jeu dans le sens ne pas baisser les yeux, parce que sinon il y a une mécanique de prédation proie qui se met en place. Et du coup, je lui fais, ok, toi, si tu gagnes, tu colles quoi? Ça m'intéresse, putain, ça t'intéresse la politique? Je savais pas, stylé et tout. Et là, le mec, un peu apeuré, s'attendait pas à ça, il fait, ouais, je sais pas ce que je colle. Et je lui réponds, parce que moi, si je gagne à la bagarre, je sais ce que je colle, en fait. Je colle la gueule de Gargamel, tu vois. Et juste en étant comme ça, il s'apaise un peu. Ouais. On se fait comme une sorte de check un peu ironique où à moitié on s'insulte. C'est pas qu'on s'insulte, mais on se check en faisant ouais, de toute façon, on va tout déchirer. Ouais. Et ouais, ben ok, vous avez le droit, mais nous on recollera tout par-dessus. Et ils partent, on part, ils ont certainement tout déchiré, on n'est pas revenu. Mais ça, c'est ce genre d'altercation qui peut s'envenimer si on sait pas trop comment répondre. Et tant qu'on est en supériorité numérique, ben, on peut se permettre, entre Bien sûr, guillemets. ouais. Voilà. Ouais. Et eux, ils nous jaugent. Dans leur tête, on est des babes tout fragiles tous. Dès qu'ils voient que t'es pas un bateau fragile, en vrai, ils se disent, ok, bon, ben on part, on reviendra plus tard, quoi. Oui, mais en fait, cette logique-là existe aussi. C'est-à-dire que quand on dit que les bagarres avec les Arabes sont plus dangereuses et tout, c'est vrai. Maintenant, il y a tout ce qu'on. En fait, une bagarre, ça commence jamais comme une bagarre en général. Avant la phase bagarre, il y a toujours la phase embrouille. D'ailleurs, il y a la règle d'or, hein, plus ça parle, moins ça part. En général, c'est ça. Mais quand les Arabes se mettent, ils sont moins nombreux, ils viennent comme faire, disait Théodore, un peu juger, jauger, faire un peu des semi-blagues pour tester le camp. C'est quand ils sont pas sûrs d'eux-mêmes. Exactement, Donc s'ils sont pas nombreux, que vous tenez le terrain, vous êtes convaincants, la plupart du temps, ils vont peut-être faire des insultes ou faire les beaux, mais bon, Mais voilà. parfois, ils vont au contraire changer d'avis et Ouais. faire, ouais, ça se voit que t'es un bon, toi, quand même, et tout. Limite, ils vont faire ami-ami avec toi pour faire volte-face, entre guillemets. Enfin, ouais, on se débine pas, c'est juste que t'as l'air un mec bien. Tu vois. Et donc, C'est garder la face. Garder la face. Toutes les interactions sociales avec ces gens-là, ça tourne autour d'un paramètre, c'est comment on garde la face. Voilà. Ouais. Mais, Pour d'autres fois où ils sont plus nombreux, ils ont des couteaux et ça se passe mal. oui, bien sûr. Bien sûr. Mais disons que si pour vous c'est un blocage, le côté bagarre, parce que vous dites oh là là, ça va être hyper dangereux, ça va détruire ma vie et tout, moi ce que je vous conseille c'est assez simple, c'est suivant la ville où vous êtes, vous allez par exemple sur un site comme, vous allez sur le Twitter par exemple de l'Observatoire des violences politiques, vous faites une recherche par mots-clés de votre ville ou etc. Vous regardez s'il se passe des choses. Si vous savez qu'il n'y a pas vraiment de présence politique d'extrême gauche dans votre ville, en vrai, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez en termes de politique, vous ne ferez pas trop emmerder. Bon, normalement, si vous êtes politisé, vous êtes capable d'évaluer le degré de remplacement de votre ville, donc pareil, vous faites le même calcul. Mais dites-vous que même s'il y a une présence en face, à moins d'être dans une ville ignoble comme Bordeaux, ouais, en vrai, ça va. Enfin, Bordeaux, c'est très chaud. Lyon. Ouais, Lyon, Montpellier. Enfin, après, Lyon, c'est compliqué parce que c'est de Caen, tu vois. Oui. Mais... non, mais je veux dire, c'est à la fois Enfin, selon les quartiers où tu vas, c'est pas la même chose, quoi. Oui. Si tu te bagarres à Lyon, tu peux être très bien entouré. Mais par exemple, tu as une ville comme Montpellier, ça peut être pas simple. Les quartiers, il y a des quartiers qui sont vraiment pas évidents à Montpellier. Enfin, là, après, il faut connaître un peu la cartographie de ce point de vue-là. Mais ne vous dites pas, je pensais devenir activiste, mais s'il y a un risque de bagarre, je vais me faire intégralement défoncer jour 1, 10 bagarres par semaine, tout. Enfin, c'est pas vrai. Faut démystifier ce truc-là, je pense, quoi. Et puis, de toute façon, même pour les non-militants qui nous écouteraient, ça vous est déjà arrivé, je suis sûr, de vous faire embrouiller. Donc aussi, une des récompenses du militantisme, c'est d'avoir des collègues sur qui compter. Oui, tout à fait. Parce que je me suis déjà fait embrouiller en dehors de la politique, où on n'était que 2-3. Quand je me fais embrouiller dans la politique, on est 10 ou 15. Donc, quelque part, en fait, le risque marginal n'augmente pas, peut-être il baisse, en fait, en étant militant. Hein. Oui, absolument. Et d'ailleurs, moi je finirai là-dessus sur le thème de la bagarre. On a parlé un peu des risques, des conséquences néfastes et tout. Après, il y a un truc qui est vrai aussi, c'est que faire une bagarre, même si c'est un match nul, mais a fortiori si c'est une victoire, ce serait idiot de dire le contraire. Ça crée un sentiment de cohésion dans le groupe, ça améliore la confiance en soi, et ça montre qu'en fait, même si on s'est pris des coups, c'est pas la fin du monde. Et puis voilà, donc l'idée, voilà, nous notre philosophie ça a toujours été, on n'est pas là pour former un groupe de bagarre. Maintenant, la violence peut faire partie du mode de vie activiste. En fait, ouais, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Échanger quelques pains, voilà, bon, quand on gagne, c'est cool, quand on perd, c'est un peu chiant. Bon, c'est pas très grave. Puis au pire, des fois, vous dites, allez, ça me fait des jours d'ITT, c'est toujours... un petit week-end de mai prolongé. Oui, c'est ça. Non, ouais, bah. Je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Moi, je pense qu'on est bon sur ce sujet, on peut passer au sujet suivant. Allez, bon, mais on va parler des risques du travail, parce que judiciaire, on peut... Oui, si on peut préciser. Oui, on peut en parler, ouais. Oui, on peut parler des risques judiciaires qui sont un peu liés aux bagarres, mais pas que, d'ailleurs, si c'est vrai. Ah oui, pas que. Ouais. Et effectivement, on parlait, dans les bagarres, ça donne
rarement lieu à du judiciaire derrière, ou inversement, des fois, il y a pas grand-chose et ça peut en donner. Et il y a tout ce qui est action, parce qu'on n'est pas des activistes légalistes. On se permet de faire, à minima, des décollages, non conventionnels, on va dire. C'est le minimum qu'on peut Oui, et faire. puis même le principe aussi de l'activisme type agite-prop, bah oui, c'est de jouer un peu avec la ligne rouge de la légalité, enfin, on va pas se mentir, quoi. On parle pas de violence, évidemment, on Oui, parle oui. juste, voilà, de choses illégales. Ça nous est déjà arrivé de façon, déposer une bâche quelque part, déjà, c'est de la dégradation. Oui, même s'il appelle à l'aide, tout simplement, surtout ça Oui, peut tout à être fait, fort. tout à fait. Puis ça peut monter sur un toit, ça peut être de l'occupation de domicile, il peut y avoir de l'entrave à la liberté du travail, enfin, ils peuvent toujours trouver un truc pour vous emmerder, oui. Manifestation déclarée. Oui, voilà, bah là, oui. On vous rappellera Melting Pot qui était outré à juste titre, hein, que Yona se fasse aille en garde à vue pour une pancarte étranger violeur dehors. Mais bon, mais le message militant qui parfois est envoyé peut être chapardé par les juges et ils en font ce qu'ils en veulent. Ouais, tout à fait. Bah, là, vu qu'on parle, on passe sur la partie sur les risques judiciaires. Moi, je dirais que là, pour le coup, c'est plus simple à évaluer. En fait, il y a 2 critères pour savoir si vous risquez, voilà, de vous prendre des coups de la justice. C'est, bah, le premier, mais ça fait lien avec le sujet précédent, c'est la question de la violence, parce que là, si ça devient régulier, vous êtes sûr qu'à un moment, ça va tomber. Ça, par Ouais. contre, c'est un peu certain. Mm. Et le deuxième, c'est que si c'est pas des questions de violence, partez du principe que si vous faites partie des gens qui sont très impliqués dans l'activisme spectaculaire, c'est-à-dire agite-prop, oui, je pense que c'est qu'une question de temps, quoi, avant que vous ayez... comment dire, que la justice s'intéresse à vous. Maintenant, ça veut pas dire non plus que vous allez passer votre vie en prison non plus. Bon, moi, ça m'est arrivé voilà, d'avoir des broutilles. Pour certaines, j'ai eu relax général. Pour d'autres, le dernier truc que j'ai eu, c'était sursis, interdiction de me rendre dans une ville pendant X années, je sais plus combien, et enfin, il y a une amende évidemment, et inscription au, comment ça s'appelle, le fichier des interdictions d'armes à Oui, feu. le Finada. Le Finada. Ouais. Bon, j'ai eu ça, bon, mais en vrai, je m'en branle, enfin, ça change pas ma vie. Après, voilà, suivant la branche professionnelle dans laquelle vous évaluez, ça on en parlera juste après, le judiciaire aura des conséquences, parce que si vous voulez faire les métiers d'armes, les métiers de la défense, bah, il faut un casier vierge, donc forcément là, c'est un problème. Mais sachez que un certain nombre d'années après les faits, enfin après une condamnation, vous pouvez demander à purger votre casier sous certaines conditions. Exactement. Donc ça aide aussi, quoi. Oui, et d'ailleurs, un casier judiciaire vierge, il y a plusieurs volets du casier judiciaire qui se remettent à jour, comme on dit, à intervalles, ça dépend des délits et des crimes. Mais voilà, c'est pas ad vitam aeternam. Et puis, Monsieur Durac, ici présent, qui militait depuis longtemps, et notamment à l'apogée de GI, donc c'était peut-être aussi autre chose, qui a eu quelques soucis. Moi qui militais depuis 6 ans, en tant que parfois responsable côté Reconquête et même cadre côté militant identitaire, j'ai fait de la garde à vue dans ma vie, mais pas dans la politique. Ouais. Pas via la politique. Moi j'ai de la chance, j'ai pas fait de procès. Certains diront, bah, c'est parce que je me mouille pas. Ah, ben, D'autres peut-être, diront hein. c'est parce que tu es indicateur de police. Voilà, Exactement. chacun aura sa théorie quelque part. Moi je préfère cette version. Tu vois. Et il y a un peu plus de prestige, ouais, tu vois, parce que Bah, au moins t'es payé en fait. voilà, je suis payé. En plus, si je suis à l'indic et que vous l'avez pas vu, quelque part, je vous l'ai mise un petit peu. Ouais, tu un vois. petit peu, c'est vrai, putain. Ouais. Non, mais c'est vrai, enfin, moi j'ai connu des militants, j'ai connu un militant au moment où j'avais cette discussion avec lui, enfin non, c'est toujours vrai d'ailleurs. Il a milité 8 ans avant d'avoir sa première garde à vue. Ouais, voilà. Garde à vue qui, à l'époque, s'est soldée par un rappel à la loi. Bon, ça n'existe plus, mais à l'époque, ça existait, donc concrètement rien. Et il y a des types, bah, ils disaient depuis 6 mois, ils se sont tapés une garde à vue. Donc en vrai, Très aléatoire. ouais. Mais ça enfin, aléatoire, c'est variable, mais c'est pas aléatoire pour moi. Ça dépend des deux, pour moi, hein, des deux paramètres que j'ai évoqués, la question de la violence et la question de l'implication dans l'activisme spectaculaire. Si quelqu'un n'est ni violent et peu impliqué, ou en tout cas pas dans l'activisme spectaculaire, bah, il vous arrivera jamais rien. Enfin, vous ferez jamais une garde à vue pour des affiches, des tracts, des sticks, des posts Insta, enfin, à moins de poster vraiment des folies furieuses. Voilà, moi, pareil, en 4 ans de militantisme, jamais de garde à vue, jamais de procès. Alors j'ai fait à peu près quasiment toutes les actions qu'on a faites depuis que je suis à Fury. Tu as fait plus d'actions que moi, je pense. Ouais, mais clairement. Oui, complètement. Et puis encore une fois, je veux dire, faut savoir qu'une garde à vue, c'est pas inscrit au casier. Donc en fait, si vous faites garde à vue mais qu'il n'y a rien après, bah, vous vous en foutez. D'ailleurs, sur toute cette question des gardes à vue qui a été pardon, du casier judiciaire qui a été évoqué par Théodore, moi ce que je vous conseille, sans rire, hein, c'est de demander à n'importe quel IA de vous faire un topo en vous expliquant le principe du casier judiciaire, les différents niveaux, etc. Et si vous nous écoutez, vous êtes militant et notamment vous êtes en charge de la formation dans une structure,
Moi, je vous conseille de bosser ces sujets-là très sérieusement, mais de manière vraiment factuelle, quitte à demander à des juristes que vous connaissez ou quoi, et de faire un topo à vos militants aussi, quoi, pour qu'ils prennent des bonnes décisions, que vous puissiez jauger. Est-ce que c'est pertinent d'envoyer des gars sur cette action ou pas? Qu'est-ce qu'on risque? Voilà, identifier aussi des profils qui peut-être n'ont pas vocation à aller en action. Je veux dire, si quelqu'un est un très bon militant, mais qui bosse dans un domaine où on ne peut vraiment pas se permettre d'avoir un casier, c'est pas grave que cette personne-là ait une dérogation de ne pas faire l'action, si ça lui permet de continuer à côté, plutôt que de lui demander de carboniser sa carrière pour une banderole, quoi. Oui, voilà, il peut s'absenter intelligemment pour une action critique, une action précise. Bien sûr. Ouais. Et bon, après, il faut que ça soit mérité quelque part. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai pas peur de dire, par exemple, bah, moi, bon, on est plus vieux avec Dura que Thibaudet, mais j'ai une carrière, j'ai pas peur de le dire, je m'en fous, je suis tireur sportif, je suis armé jusqu'aux dents et il me faut un casier judiciaire totalement vierge pour cela. Pourtant, je milite et j'ai jamais eu de problème avec cela. Ouais. Donc, il faut pas tout fantasmer. On a des militants qui sont aussi tireurs sportifs, qui ont subi des perquisitions, etc. Et ils sont toujours tireurs sportifs. Ils n'ont pas eu de problème par rapport à leurs armes parce que c'était légal. Finalement, ils n'ont pas eu d'actes de violence. C'était que sur des sujets politiques. On n'est pas encore chez Staline, entre guillemets. Ouais. Il y a évidemment il y a des abus. Voilà, on va pas vous dire qu'on aime les juges, hein, mais globalement, il y a quand même un état de droit encore en France. Et ne vous réfugiez pas derrière des excuses. Il y a des gens qui ont certainement plus de risques que vous et qui militent quand même. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Sachant qu'il y a aussi une question à évoquer sur le sujet des risques judiciaires, c'est que l'environnement aussi change en fonction des années. Parce que le degré de répression devient quand même de plus en plus sévère, objectivement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à militer, ouais, juste pour une bâche, ça aurait été impensable de finir en garde à vue. À moins que la bâche soit vraiment hardcore, ou qu'on la mette dans un lieu où c'est absolument interdit d'aller, quoi. Mais pour juste déployer une bâche qui a un message politique un peu basique, ouais, personne n'aurait fait de la garde à vue, et si on avait eu, c'était les condés qui marquent le coup. Bon, allez, les jeunes, vous passez 8 heures en cellule, maintenant barrez-vous, quoi. Mais aujourd'hui, c'est plus le même délire. Il y a qu'à voir ce qui arrive aux Parisiens des natifs. Ils ont fait une bâche, c'était en soutien aux fermiers afrikaners, aux fermiers blancs en Afrique du Sud, les Bourses. Je sais plus quand c'était, il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Bref. Cette bâche-là, je m'en souviens plus. C'était pas un couillon de rugby, donc c'est 2023, je crois. Ouais, ok, bon, à 3 ans, mais qu'importe. Bon, la bâche était pas un endroit illégal ou quoi. La bâche, le contenu était tout à fait politiquement défendable, il n'y avait pas d'insultes et tout. Bon, ils ont fait de la garde à vue pour ça, quoi. Ouais, Donc, 12 mecs en garde à vue pour manifestation non déclarée. Oui, voilà, donc scam total. Mais récemment, au Trocadéro, une bâche aussi qui était, je crois, alors, je suis peut-être biaisé, mais tout à fait C'était quoi, Trocadéro ? sobre. Récemment, enfin, je parle il y a 3-4 mois, ils sont tous pris une perquise. Les 10 ans du Bataclan, ouais. Oui, pareil. Oui, ils ont. Après, les natifs, c'est logique aussi, parce qu'en fait, ils sont à Paris, donc il y a aussi un enjeu symbolique pour l'État de taper. Parce que c'est toute une histoire aussi, Paris, ville de rébellion politique, ville de contestation. Donc je pense qu'il y a quand même ce réflexe de la part des pouvoirs publics, surtout en France, où l'autorité de l'État s'est toujours construite sur le fait de vraiment faire que ça bouge pas et que la rue ne bouge pas. De fait, oui, du coup, ils prennent parce qu'ils sont à Paris aussi, quoi. Je pense que ça joue. Mais là, par exemple, Laurent Nunez, donc un énième cadeau empoisonné de l'immigration espagnole en France. On sait de quoi on parle à Toulouse. Oui, c'est pour ça qu'on peut en parler, ouais. Laurent Nunez, bon, clairement, lui est dans une optique de déglinguer ce qu'on appelle la fameuse ultra-droite, etc. Enfin, c'est évident, enfin, on ne nous fera pas croire que qui est le ministre de la Justice / de l'Intérieur n'ait pas d'impact sur le degré de répression qu'on subit. Enfin, on sait que c'est du flanc. En fait, ça serait presque... comment dire, ça serait effrayant si jamais il n'avait pas d'impact, c'est-à-dire que vous serez vraiment dans un pouvoir qui n'a aucun pouvoir, justement. Oui. Mais du coup, voilà, là, c'est clairement, on va être dans le viseur au moins jusqu'en 2027, on va voir qui va gagner après, etc. Mais ça fait partie des choses. Ça n'a pas toujours été le cas aussi, quoi. Il y a eu des périodes où c'était beaucoup plus calme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et ça, il faut pas passer à côté de cette idée non plus. Je pense que sur les différents thèmes qu'on va vous présenter là, le thème judiciaire, le risque judiciaire, c'est probablement le segment où de fait le degré de risque a le plus augmenté en quelques années. Hein, je pense. La violence qui baisse, en gros, c'est le deuxième gros risque. Ouais. J'ai envie de dire, même sur ce sujet, il peut y avoir des récompenses. On en apprend déjà sur la garde à vue, le système judiciaire, etc. On fait du réseau avec des avocats. On a également des associations qui peuvent rembourser nos frais de justice. Donc, même nous-mêmes qui cotisons de tous les jours pour aider les militants qui prennent des risques à ne pas assumer
le poids financier de certaines procédures judiciaires. Donc il y a quand même un entourage, on ne milite Oui, pas oui, les yeux fermés. on entre milite pas guillemets. tout seul. Il y a des structures qui viennent en aide, bien sûr, sur le plan. Oui, parce que les avocats ça coûte cher, c'est des gens qui travaillent pas gratuitement. Donc le jour où il faut les payer, bah oui, il faut avoir un peu d'argent de côté. Mais si vous entourez des bonnes structures en fonction de la famille politique à laquelle vous appartenez et tout ça, de toute façon vous saurez à qui faire appel. Vous n'avez pas besoin de nous pour qu'on vous le dise. Mais oui, ces structures-là n'existent pas pour rien. Oui. Et je rajouterai un truc aussi. Tout à l'heure, on disait qu'on va aller en garde à vue, avoir des procès et tout pour de l'incitation à la haine. Mais en fait, on peut quasiment en avoir autant si juste on shitpost sur Twitter ou si jamais on est un petit influenceur ou quoi sur les réseaux. En fait, on est un activiste de rue parce que je connais des personnes qui ont juste fait le mauvais tweet qui est passé dans la TL de la mauvaise personne. Et en fait, Clairement. perquisition quelques mois plus tard, vous saisissez votre téléphone, vous avez fait ça, incitation à la haine. En plus, bah, souvent, c'est des personnes qui ne connaissent pas ces structures, qui globalement ne connaissent pas d'avocat et tout. Et tac, ils acceptent la comparution immédiate, ils prennent du sursis, des amendes. Bien sûr. Bah, c'était Renaud Camus qui était un habitué. Ouais, À la fin, les condés du bled où il habitait, je crois qu'il habitait comment ça s'appelle, Plieux, je crois. Et en fait, il les connaissait, parce que le mec, il était convoqué tellement souvent par la gendarmerie et la police pour ses tweets que. Voilà. Renaud Camus, pour ceux qui nous écoutent, celui qui a écrit le fameux texte de grand remplacement. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour sur la question crois que- judiciaire? je pense, ouais. Pour le judiciaire, oui. Donc voilà, c'est certainement, comme on disait, le thème qui a le plus augmenté dans le temps par rapport au passé. Un truc qui peut être lié, on va dire, à cela, c'est les problématiques non judiciaires, mais de carrière, les problématiques financières, etc., avec les banques, avec le travail, avec le recrutement. Et ça non plus, faut pas le fantasmer, faut pas le miser non plus. Je vais commencer, on va dire, je crois, avec le plus fréquent, on a plein d'exemples dans nos militants proches, c'est les banques qui, du jour au lendemain, te disent ciao. En fait. Et les banques n'ont pas le droit, enfin, n'ont pas besoin de vous donner de motif. C'est juste que la Banque de France a obligation de vous trouver une banque en quelque sorte. En fait, dans la loi, on a le droit naturel, on va dire, d'avoir une banque. Le droit au compte, ouais. Mais une banque peut vous refuser, entre guillemets. Il faut juste que la Banque de France force une banque à vous avoir si vraiment toutes les banques vous refusent. Oui, mais à moins d'être une grosse personnalité de droite connue, globalement, il n'y a que la Société Générale et la BNP qui vont vous faire chier. Ouais, alors ça, c'est semi-vrai. En tout cas, souvent, les militants se font dire, alors Oui, l'ASG tout le temps. Non, mais, Et souvent, la Société BNP. Générale, c'est les pires. Tous les gens qui travaillent à la SG, etc., nous l'ont dit. C'est en permanence des formations, des séminaires, la lutte contre l'extrême droite, la lutte contre la haine, machin. Donc effectivement, si vous êtes militant, n'ouvrez pas un compte à la Société Générale, et si c'est le cas, changez de banque si vous voulez pas d'ennui. Maintenant, c'est pas les seuls à exclure des individus qui ont un compte chez eux. Il y a pas très longtemps, c'était quelqu'un, un militant de chez nous, qui était, je crois, au Crédit Mutuel, il me semble, je suis pas sûr, ou non, pas CIC, c'est sûr, Crédit Mutuel ou je sais plus. Bon, lui, pareil, on lui a détruit son compte du jour au lendemain sans motif, mais c'était un peu évident que c'était pour ça. Bon, mais après, effectivement, si vous êtes connu, c'est un vrai risque. Maintenant, si vous êtes un militant classique, a priori, il y a quand même peu de chance. Le militant qui s'est fait le plus détruire ses comptes, c'est Martin Zellner, le leader des identitaires autrichiens. Lui, je crois qu'on est à 150 comptes en banque, donc ça devient quasiment Guinness des records. De toute façon, c'est le jeu. On sait que le monde bancaire, voilà, c'est pas c'est pas tenu par des gens forcément d'un très grand courage politique et tout, donc ils se gênent pas de le faire. Après. Je précise, nous, dans les militants qu'on connaît, c'était quand même souvent des cadres, on va dire, très populaires dans le milieu, ou des gens, par exemple, qui ont été candidats, par exemple, chez Reconquête, etc. Je pense notamment à une militante qu'on a en tête. Et donc, c'est quand même des gens qui avaient été particulièrement exposés. Ouais. Faut que le nom, le prénom sortent à minima, déjà, pour qu'une banque vous ait dans le collimateur et que votre tête circule dans les milieux de droite, entre guillemets, quoi. C'est pour ça, toujours sur le domaine bancaire, même si à mon avis, il y aura moins de choses à dire que sur le domaine professionnel en général. Mais ce qui peut se faire aussi, c'est à l'échelle locale, vous créez votre association qui vous permet par exemple d'encaisser des cotisations pour votre organisation militante. Bon, mais ça, normalement, si vous l'avez fait, vous avez bien compris, vous n'êtes pas idiot. Mais évidemment que vous n'allez pas appeler votre association, j'en sais rien, Bourg-en-Bresse nationaliste. Enfin, non, je suis con de dire ça parce que c'est une vraie orga. Qu'est-ce qu'on peut dire
L'île Jourdain On va non pas conforme, inventer. voilà, vous n'allez pas la déposer comme ça l'assaut, quoi, vous n'êtes pas bête. Donc faut trouver un truc avec un nom un peu à la con, générique, un objet social permissif mais qui n'est pas cramé. Voilà, mais en fait, parce que oui, les banques détestent gérer les comptes d'association parce qu'ils gagnent pas d'argent dessus, concrètement, c'est chiant pour eux. On le sait parce on connaît des gens qui travaillent là-dedans qui nous l'ont dit. Donc voilà, là aussi, il faut pas donner le bâton pour se faire battre, quoi. Si vous voulez vraiment enregistrer une asso à la préfecture pour ensuite lui donner un compte en banque, faites un truc vraiment très générique, absolument inoffensif, parce que sinon, surtout pour une asso, du jour au lendemain, ils peuvent vous jeter et bah ouais, là vous avez que vos yeux pour pleurer, quoi. Totalement, totalement. Pour, euh, pour les risques du travail, Ouais. beaucoup de gens se disent mon CV, mon nom sur Google, si on le tape et que ça sort dans la barre de recherche, forcément ça peut poser des problèmes lors des recrutements. Alors déjà, euh, tous les recruteurs ne font pas nécessairement ça, ça dépend aussi de votre niveau de carrière, hein. Ouais. Ça dépend aussi si vous avez des comptes LinkedIn, etc., connus, qui peuvent prendre le dessus, j'en sais rien. Mais aussi, tout simplement, encore une fois, il faut que votre prénom sorte. Et à moins d'être très médiatisé, de sortir d'un procès, etc., ça peut être délicat. Ensuite, au-delà des risques judiciaires, les risques du renseignement, et c'est là où peut-être on a quelques cas qui peuvent être Alors, les plus. moi j'aimerais revenir sur la question du nom sur Google. Oui. Ça peut sortir au-delà du procès si par exemple, j'en sais rien, vous avez un article Street Press qui s'intéresse aux organisations de votre ville ou quoi, et en fait, j'en sais rien, vous utilisez votre vrai nom sur un truc, des fois ils se gênent pas pour le sortir. C'est une question de déontologie du média en question. C'est pour ça que moi je vous conseille, si jamais vous devez, comment dire, vous montrer ou voilà, vous rendre public d'une manière ou d'une autre pour vos activités militantes, bah, utilisez un Un pseudonyme, pseudo, quoi. voilà, C'est-à-dire bien que sûr. vous pouvez utiliser votre vrai prénom ou un deuxième ou un troisième prénom, et un nom de famille, bah, vous en inventez un, ou nom de jeune fille de votre mère, ou etc. Et rien que le fait de faire ça, bah, ça fait que si vous êtes connu sous ce nom-là dans le milieu, et qu'un jour Street Press sort un article sur vous, si vous avez été malin, ils sortent votre pseudonyme, ce qui fait que le jour où un recruteur cherche votre vrai nom sur Google, il trouve rien. Donc ça, c'est la parade un peu basique, mais ça peut marcher, quoi. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que quand on a son nom sur Google, c'est quand même le risque le plus casse-couille en vrai du Ouais. militantisme. Ouais, je pense. Là, je pense qu'on a tous une personne en tête, quelqu'un qui a milité dans une structure qu'on connaît bien, qui en fait a eu son nom sur Google, et c'est l'enfer pour trouver un stage. Là, pour trouver un taf, qu'il a galéré pendant quasiment un an. Enfin, moi, je trouve que c'est de loin le truc le plus chiant. Soit un casier, Ouais. on s'en tape un peu, une bagarre, c'est vite fait. Le nom sur Google, ça peut être vraiment casse-couille. Ouais, et là, il faut être un peu malin aussi parce que. Alors, ça, il faut que j'ai oublié de regarder avant l'épisode, mais il me semble qu'en France, quand on a plusieurs prénoms, on peut légalement utiliser un de ses deuxièmes prénoms avec son nom de famille. Il faut Ouais. regarder. Mais du coup, si c'est le cas, parce que si ça se trouve, je raconte n'importe quoi, mais il me semble l'avoir entendu. Il faudrait que je vérifie. Enfin, vous pouvez vérifier en écoutant. Si c'est le cas, bah, utilisez ça, quoi. Voir dans quelles circonstances vous pouvez, par exemple, mettre votre deuxième prénom sur un CV plutôt que le premier. Et si jamais on vous demande pourquoi vous inventez un mytho, oh, j'aime pas mon prénom, je sais, enfin, on s'en fout, voilà. Après, voilà, il est possible aussi de faire des demandes de déréférencement Google. Et après, c'est toujours un peu aléatoire, ça marche pas toujours. Et puis il suffit qu'il y ait 15 000 journaux qui prennent l'article original qui cite votre Ouais. blase, et là c'est cuit. Ouais, Il y a clairement. trop d'articles, c'est mort. Et il y a une autre option, c'est que là on part du principe que tous les recruteurs sont contre nous. Enfin, il y a déjà des recruteurs qui peuvent travailler avec nous, mais aussi il y a des milieux particuliers ou des militants qui sont dans des structures où leur patron sait, en fait, il sait tout. Et bon, c'est pas la majorité des cas, mais il y a des fois, le patron il sait, il s'en fout, et voilà. Oui, alors ça arrive évidemment, hein, on le sait. On a une connaissance qui travaille dans le BTP. Bon, bah, lui, Ouais, notamment dans ce genre de son milieu, patron s'en tartine allègrement, il trouve ça même très drôle, etc. Mais moi, je dirais quand même pas aux gens de tabler là-dessus. C'est Évidemment. Pas... Oui. Mais Mais c'est pas à préciser. c'est pas réaliste. Maintenant, oui, il y a des parades, comme on l'a dit, pour la question du nom qui sort sur les moteurs de recherche. Après, dites-vous aussi un truc tout bête, hein, plus votre combinaison nom-prénom est commune, moins le risque est grand, puisqu'en fait vous allez être dilué parmi tous vos homonymes. Oui. Par contre, effectivement, si vous avez une combinaison de nom-prénom qui est très reconnaissable, là il y a probablement des techniques à mettre en place. Et même par exemple quand vous avez un procès, de manière usuelle, la presse donne le prénom et la première lettre du nom de famille. Donc là, si un recruteur tape, il trouvera rien. Parfois, les journaux font les bâtards. Il n'y a pas très longtemps, dans la Dépêche du Midi, parce que c'est le gros média local dans le sud-ouest, bon, bah là, ils ont sorti le nom-prénom complet d'un type
qui a été acquitté. Ouais. Enfin, qui a eu une relaxe générale. Donc là, c'est un niveau de sadisme délirant. C'est très très chiant. Mais c'est vraiment rare. C'est rare. Si, on a aussi les cas de secret défense. Oui. C'est mieux pour ce cas, c'est un militant qu'on connaît bien. Ouais, alors ça, c'est assez étonnant, effectivement. Quand c'est arrivé, je l'avais pas trop vu venir. Bon, on a un militant qui a milité avec nous quelques années, qui était impliqué et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui n'avait jamais participé à une seule bagarre. Il n'avait jamais eu de garde à vue. Il était pas connu, quoi, tout simplement. Beaucoup d'actions en plus. Ouais. Qui est resté assez brièvement. Puis le type de militant plutôt brillant, pas forcément bagarreur, voilà, qui avait des grandes études. Oui, etc., mais c'était pas un fouteur de merde, c'était pas un hooligan mental, on a rien contre les hooligans, hein. Mais c'était pas un fou furieux ni rien. Et il s'avère que dans le cadre de ses études, il fait une demande pour faire un stage dans une structure qui exige, je crois, d'être habilité. Alors, je sais pas si c'est secret défense exactement, mais enfin bref, il faut une habilitation et il y a une enquête. Et alors que quand on tape le nom de cette personne sur Google, il y a absolument rien. En gros, on lui fait doucement comprendre que les renseignements, alors je sais pas lesquels, j'imagine que c'est. Il était pris en fait pendant des mois et 2 semaines avant, il l'appelle en mode. Oui, ça peut être possible, l'enquête interne. Voilà. Et on lui fait comprendre qu'en gros, ils ont capté, et le type, du coup, se fait carboniser son stage. Ça, c'est vrai que c'est déjà arrivé. D'ailleurs, autre chose, le militant, là, dont je parlais, qui bosse dans le BTP, qui est pote avec son patron, qui a en gros les idées, lui avait candidaté au sein de sa boîte pour être muté sur une mission pour travailler, je crois, sur une centrale nucléaire. Ouais. Et on lui dit, oui, très bien, vas-y, fais ta candidature. Et en fait, la réponse tarde à venir. Et après, son patron lui fait, bah écoute, tu n'as pas été pris. Il n'est pas censé lui dire pourquoi. Mais son patron le connaît. Et il fait, bah en fait, c'est simple, hein, c'est pour tes activités politiques. Ils ont considéré qu'il y avait un risque d'atteinte à la sûreté de l'État ou des intérêts stratégiques de l'État. Donc voilà, donc ça peut effectivement avoir des risques. Mais moi, je suis assez d'accord avec Thibaudet. De tous les thèmes qu'on va aborder en termes de risque, pour moi, celui du non sur Google est le plus chiant de très loin. Parce qu'en plus, ça vous suit, quoi. Ça vous suit. Mais à la limite, moi, j'ai envie de vous dire, si c'est un problème que vous avez déjà et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, faites des demandes de changement de nom prénom à l'état civil. Ça, c'est pas très compliqué en France, c'est pas excessivement dur de le justifier, et ça peut vous changer la vie, quoi. Bon. Et je précise d'ailleurs pour la personne, l'anecdote du secret défense, il a pas trouvé ce stage, ok, mais il a continué ses études, sa vie, et il se porte très très bien. Oui, il est en train de bien mener le projet 2026. Ah oui, d'ailleurs, on l'a vu il y a pas longtemps, on le salue. Alors, salut. Ouais, puis tout ce qui est en rapport avec le changement de prénom, je pense que grâce à nos amis trans, ça va être de plus en plus facile. Donc, Oui, voilà, en fait, quelque part, devenez Troun pour pouvoir militer dans les meilleures conditions. Mais c'est une stratégie. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je pense qu'on est bon sur ce sujet. Ouais, il me semble. Oui, c'est pas un sujet, il y a beaucoup à dire. On va passer au relationnel, à la communauté, qui est tout de même, je crois, un des gros points. En fait, c'est tellement l'éléphant au milieu de la pièce que des fois on oublie. Le militantisme, ça sert aussi à créer une communauté. Parfois, on parle aussi de safe space pour les Européens, ce genre de choses. Et comme on le disait, avant le militantisme, j'avais déjà eu des bagarres à 3 ou 4. Depuis, je suis entouré de 10 ou 15 personnes quand je sors dehors, en fait. Ça nous arrive d'aller au restaurant à commander des tables pour 25, en fait. Oui, donc il faut comprendre ça. C'est une énorme bande de potes également, le militantisme. Donc, si vous êtes dans une bonne orga. Si vous êtes dans une bonne orga, évidemment. On parle quand même... On parle d'une bonne position. À Toulouse, on a une effervescence politique qui fait qu'il y a quand même pas mal de personnes intéressées. Il y a d'autres endroits où il y a un peu moins, voire beaucoup moins de monde, il faut l'avouer. Donc tu voulais dire c'est qu'on est une grosse ville en fait, donc ça aide beaucoup aussi. Oui, puis voilà, si vous montez votre groupe qui est tout nouveau, c'est normal de pas être très nombreux. Bref, enfin là on aligne les platitudes. Mais sur la question du relationnel, oui, parce qu'en fait là on a parlé un peu des risques vis-à-vis du grand monde extérieur, mais il y a aussi les risques vis-à-vis du monde proximal, proche. C'est-à-dire la famille, les amis, si vous êtes en couple, le partenaire, etc. Et là, effectivement, il y a une question qui se pose, c'est effectivement, l'engagement peut avoir un coût, mais aussi des rétributions dans ce domaine-là. On connaît des militants qui, par leur engagement politique, c'est pas compliqué, leur famille a coupé les ponts avec eux. Oui. Je vais dire ils ont coupé les ponts avec leur famille, mais non, c'est dans l'autre sens que ça s'est joué, c'est leur famille qui a coupé les ponts. Le plus connu d'entre eux, c'est Damien Rieu. Damien Rieu, j'allais dire. D'ailleurs, ce que les Arabes n'oublient jamais de lui rappeler sur Twitter, ils pensent que c'est un own, parce que c'est des abrutis, mais ils disent toujours ouais, tu fais le malin, mais ton père il t'a ajouté de chez lui quand t'avais 15 ans. Oui, d'accord, en fait, c'est pas.
c'est pas une attaque contre Damien de dire ça, c'est plutôt. Il se fait plutôt la honte pour son père. Voilà. Ouais, Mais bref, mais c'est pas le seul. Hein. À Toulouse, on avait un ancien cadre qui venait d'une famille bien à gauche et très jeune, lui, s'est politisé. Et en gros, à 15 ans, il dit à ses parents, bah ouais, moi je suis identitaire, etc. Bon, c'était scandale total. Il me semble, je sais plus, faudrait que je lui redemande, je vais pas parler depuis un moment, mais il me semble qu'il y avait une histoire même de, comment on dit, des héritages, un truc comme ça. Ouais. C'était vraiment, en gros, on coupe les ponts, quoi. J'ai un autre militant, quand il annonce à sa mère qu'en gros, bah, voilà, il veut militer chez les identitaires, sa mère lui dit j'aurais préféré que tu sois PD que fasciste. Alors, ce qui est très drôle, parce que on n'imagine pas un parent de gauche dire ça non plus, comme si être homosexuel était un péché, tu vois, mais la phrase est quand même très drôle. Mais donc, ouais, ça peut arriver. Moi, ça me paraît assez fou, tu vois, qu'il y ait des parents qui coupent les ponts, mais juste à l'annonce de oui, voilà, je suis politisé. Parce que moi, j'ai une famille de gauche, et bon, ben, on s'entend toujours très bien. Ils peuvent s'inquiéter, mais en fait, parfois, ils sont même un peu fascinés, ils se demandent ce que c'est, et il y a absolument pas de problème majeur, à part des débats politiques, à la rigueur, ça c'est Oui. comme dans toutes les familles. Hein. On est maintenant la génération qui vient d'être tonton, donc c'est nous les tontons racistes quelque part peut-être. En tout cas, c'est un destin impossible. Hein. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais pourtant, si, il y a des familles apparemment qui C'est pour ça, nous, on a toujours eu des militants qui militaient dans le secret. On a toujours eu ça. Des gens qui disaient moi je suis engagé, il n'y a pas de problème, mais je le dirai jamais à ma famille parce que je sais que ça partira au clash, ça apportera des problèmes et tout. Ouais. Ça, et en vrai, moi ça me pose pas de problème que des gens aient cette stratégie parce que parfois il y a le discours oui, mais la moindre des choses c'est d'assumer ses idées en famille, etc. Ça, c'est vrai quand vous êtes indépendant dans la vie, mais quand vous avez 17, 18, 19 ans, etc., vous habitez encore chez vos parents, ou enfin bref, il y a plein d'attaches, par exemple financières ou quoi. Bah, au moins dans un premier temps, il n'y a pas de gloire à se carboniser pour rien non plus. Sûr, ouais. Voilà, donc après c'est à chacun de jauger ses options, j'ai envie de dire. Après, sur le plan de la famille, donc il y a les risques. Je dirais, et ça je sais que c'est une formule qui peut sembler un peu conne, sentimentale, mais je l'ai suffisamment vue pour savoir que ça peut être vrai. Pour certains militants, le milieu, comme on dit, la mouvance, parfois fait office de seconde famille ou de famille de substitution, parfois même de première. Hein. Il y a des gens récemment. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui sont en rupture avec leur famille pour des raisons liées ou non à la politique d'ailleurs. Et en fait, ils se retrouvent ce tissu humain de base avec l'organisation, quoi. Bien sûr. Comme je l'ai dit, le week-end, ça peut arriver qu'on soit à 10 ou 15. Celui qui malheureusement n'a plus de famille, eh on l'héberge, on fait comme on peut. T'en as qui lui trouvent du taf, etc. Bien sûr. Ça sert à ça. C'est un réseau, un tissu, une communauté, quoi. Et encore plus une communauté soudée, d'autant plus qu'on milite pour des idées, qu'on se forge dans des situations parfois un peu difficiles. Donc c'est forcément une bande d'amis. Plus parfois. Ouais. Alors, à condition, ça, on l'a peut-être pas dit, il faudrait le dire, toutes ces rétributions, vous pouvez les obtenir quand vous êtes vraiment impliqué. Oui. C'est-à-dire que si vous débarquez vous êtes là depuis 2 mois, on vous a jamais vu à rien, et qu'après vous demandez un paquet de trucs de la part de leur gars, c'est normal que les gens vous envoient chier aussi. Mais en fait, effectivement, quand vous êtes très impliqué, vous avez des liens qui sont très forts avec les gens, avec vos potes militants, vos camarades militants. De fait, là, on entre dans des logiques où vous donnez beaucoup, le mouvement vous rend, etc. Ça, faut pas l'oublier que ça fonctionne comme ça aussi, et c'est bien normal. Je veux dire, moi, c'est quelque chose qui m'a souvent marqué, hein, c'est que dans ce milieu militant, la marque d'une bonne orga, c'est que c'est aussi une méritocratie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas jugé sur votre classe sociale, sur votre âge, etc., mais sur votre degré d'implication, votre qualité militante dans la cause et tout, quoi. Et donc, en fait, si vous êtes dans une bonne orga, oui, les gens captent votre valeur, et du coup, le jour où vous êtes dans la mouise, ils viennent vous aider, ils vous filent des coups de main, etc., quoi. Clairement. Voilà, après, donc on parlait peut-être de les gens qui doivent couper les ponts, etc., avec leur famille. Il y a aussi ceux, bon là c'est beaucoup moins grave, mais en gros, c'est vrai, je perds mes potes si je milite et tout. Franchement, pour cette accusation-là, je pense qu'on peut dire qu'on s'en fout. En fait, on a plus rien à faire. Tu vois, en fait, quand les gens me disent ça, moi je comprends cette inquiétude. Il y a un jeune de 18 ans, il vient d'arriver à la fac, il connaît personne, il a son groupe de potes, et il fait ouais, mais si jamais mes amis ils connaissaient mes idées et ce seraient plus mes potes, je peux le comprendre. Mais en fait, s'il suffit que t'aies pas les mêmes idées que tes potes pour te faire exclure du groupe, c'est qu'en fait tu pouvais pas compter sur eux de toute façon. Et puis en fait, il y a un truc. Moi, je n'entends jamais des gens de droite dire si j'apprends que mon pote est de gauche, il peut plus venir en boîte avec nous, tu vois. Et nous, on est militants identitaires, donc les gens de droite qu'on connaît, c'est des gens chevronnés en général. Oui. Donc en fait,
c'est un truc aussi, c'est que... Peut-être qu'on devrait. Oui, mais pourquoi toi, tu acceptes justement ce rapport de tolérance alors que l'autre en face te voue hégémonie pour rien? C'est la... Non, mais voilà, c'est bien la preuve qu'on n'est pas dans la loyauté amicale. Donc en fait, tu ne perds absolument rien en faisant ça. Et de toute façon, ce qu'on appelle des potes aujourd'hui, il y a aussi une inflation, donc une dévaluation du terme. C'est qu'en fait, ce qu'on qualifie de potes, c'est-à-dire qu'on parle même plus d'amis, on dit potes, c'est un truc un peu nébuleux, c'est tes camarades de promo, enfin camarades de beuverie, quoi. Mais foncièrement, il n'y a pas de lien forcément très profond. En tout cas, pas autant qu'avec l'activité militante, quoi. J'allais dire, à la rigueur, il y a les sports collectifs qui peuvent Ouais. souder. C'est vrai. Et je trouve, moi, qui ai fait des sports collectifs et du militantisme, ça se rapproche drastiquement. Et c'est là où on se fait les meilleurs copains, en général. Ouais, bien sûr. Ouais. Pardon, tu voulais dire un truc, je t'ai coupé. Ah non, j'ai rien dit de spécial, non, j'étais juste d'accord. Et de toute façon, même En fait, Vas-y. on se fait des amis dans la politique, et Ouais. en dehors, c'est des potes. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte, effectivement, j'ai entre guillemets perdu les potes que j'avais en militer. Mais en fait, c'est aussi un choix de ma part, en fait, plus que de la leur, parce que même si ils apprennent vaguement au poids de mes opinions, de toute façon, on le voit bien mes stories et tout sur Insta, c'est juste qu'en fait, si jamais ils vont boire un verre, ou si jamais j'ai l'occasion d'aller boire un verre avec les militants sur le même créneau, bah, je choisis tout le temps les militants. Donc, évidemment, en fait, Ouais, les il y a autos une sélection qui se fait aussi. Et, Ouais, ouais. et en fait, c'est pour le mieux, parce que au lieu de discuter de la dernière beuverie, de quand est-ce qu'on va aller en boîte, oh, t'as vu là-bas comme la fille elle est fraîche, machin. Bah, en fait, les gens ici ils parlent. Alors, ils parlent aussi de meufs. Hein. Voilà, soyons honnêtes, hein. On a dit qu'on était sincères, hein. Bon. Voilà. En fait, c'est très simple. Quand on va boire des verres avec Théodore, c'est comme le sketch des inconnus sur les branleurs. Non, voilà, il y a ça, mais à côté de ça, vous avez des discussions tellement plus intéressantes sur tous les sujets politiques, tout ce qui est périphérique et tout ça. Bien C'est- sûr, ouais. Non, mais c'est On a un niveau bien plus élevé. Hein. bien sûr. Ouais. Est-ce que parce que là, on n'a pas de la question bon des amis, etc. Est-ce que vous avez déjà eu ce scénario où, à cause de la politique, Thibaut, tu nous as expliqué que c'est un peu arrivé finalement. En tout cas, il y a une sélection qui s'est faite. Ouais, plus comme ça. Ouais, Est-ce que toi, Théodore, c'était arrivé? Tu vois, les gens connaissent toutes tes opinions. Ouais, non, c'est mort, on coupe les ponts, on arrête. Alors, moi, je vais foudroyer un petit peu tout ce que vous avez dit. Parce que non, moi, j'ai un très bon relationnel, donc j'ai beaucoup de bandes de potes avant la politique. En plus, Ouais. moi, je m'y suis mis tard. Ouais. Donc, j'avais déjà ma vie et mes potes avant de me mettre dans la politique. Et non, ils l'ont tous accepté parce que aussi, je m'étais jamais caché, même avant de militer, j'ai toujours été très, très politisé. Et je vais dire, c'est même plutôt moi. J'ai pas coupé les ponts, mais juste, je m'éloigne des gens qui, en fait, en sont au niveau politique. Ils étaient, quand ils avaient 15 ans, les mecs sont fait terminer par la bœuf, et leur cerveau n'a pas évolué. Donc, c'est pas que je... Enfin, si je les vois, pourquoi pas, en fait, c'est des bons souvenirs aussi. Mais de fait, je m'intéresse moins à faire une soirée avec ces gens-là qu'avec mes potes militants. Ouais, bien sûr. Donc, oui, pardon, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, non, c'était juste pour un peu illustrer, pour incarner ce qu'on dit aussi, quoi. Exactement. Mais pardon, du coup, j'avais sabordé ta transition. Non, mais voilà, parce que, bon, c'est le sujet que tout le monde attend, c'est peut-être pour ça qu'il y a encore un peu de watch time, j'imagine, à cette heure-là. On va bien voir. Non, mais on parlait de communauté, on parlait d'amis, on parlait aussi de rencontres, relations femmes, évidemment que c'est un sujet, qu'il y a des familles qui se créent également, donc ça c'est pour le positif. Non, je ne vais pas parler de négatif, mais... Si, on va en parler. on va en parler, non, en fait, tout simplement, c'est ce qu'on disait chez le Melting Pot, je me souviens, le militantisme attire des profils divers, mais il y a des biais de sélection. Et forcément, chez les militants, c'est un milieu déjà 90% masculin, hein, qu'on soit clair, allez, 85 certaines années, 99% certaines autres années, mais on a un biais de sélection où dans le militantisme, forcément, il y a des gens qui sont plus idéalistes, plus romantiques, j'ai envie de dire parfois plus naïfs, plus blue pill, comme on dira. Et de l'autre côté, on a chez les femmes plein de profils divers, mais il y a aussi une biais de sélection qui peut attirer des femmes hors normes, comme tu disais, mais au sens strict du terme, c'est-à-dire en dehors des normes, statistiquement, les femmes, elles votent plus à gauche, elles sont moins politisées, elles sont plus conformistes, etc. Donc quand il y a une femme qui vient pour militer plutôt que de profiter de sa jeunesse dans sa vingtaine, et en plus de militer à l'extrême droite, dans un milieu totalement masculin, forcément, c'est pas la femme standard. Il y a pas il y a des femmes normales aussi qui viennent, entre guillemets. C'est pas que c'est des femmes anormales. Mais elles sont beaucoup moins naïves que ces hommes-là, qui sont un peu leur proie, parfois. Comment dire, il y a des petits mismatchs, quoi. Ça matche pas tout le temps. En fait, c'est simple aussi. C'est que quand vous militez vraiment, et dans une orga qui a une certaine taille, je dirais, en fait, votre bande ou votre groupe reprend toutes les dynamiques classiques de n'importe quel groupe humain. Et donc, quand vous mélangez des hommes et des femmes, vous avez des dynamiques romantiques, évidemment.
Donc oui, nous on l'a vu, il y a des familles qui sont créées grâce à la politique, des gens qui se sont mariés, qui sont toujours mariés, ils ont 3, 4, 5, 6 enfants, etc. Enfin ça existe, hein, il faut vraiment pas croire. Mais vous avez aussi, forcément dans les dynamiques humaines, hein, ça peut arriver qu'il y ait une relation qui foire, qu'il y ait des histoires de couple, etc. D'ailleurs souvent, comment dire, c'est les motifs d'amertume les plus forts. Oui. Mais c'est ça que je voulais dire quand on parlait de négatif, entre guillemets. Et d'ailleurs, je précise, on ne parle pas là de salope, pas du tout. On parle de mecs naïfs face à des femmes qui, en général, à cet âge, sont beaucoup moins naïfs que les hommes. Oui, bien sûr. C'est juste ça qu'on dit. Oui, c'est les méchantes militantes identitaires qui cassent le cœur des militants sensibles. Yamelia, si tu m'entends, tu as tort. Voilà, tu as tort. C'est comme l'image du petit chaperon rouge qui abuse du grand méchant loup. En fait, les politiques, c'est ça aussi. C'est pas croire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais en fait, oui. Mais enfin, après, quoi dire là-dessus? J'ai envie de dire, je pense que c'est un peu le paradoxe qu'évoquait Théodore. En fait, l'effet d'échantillon qu'on a, nous, dans les militants mecs qu'on a, c'est des gens qui sont très idéalistes, qui ont beaucoup de croyances dans une cause, etc. Et donc, en fait, ils sont parfois désarmés pour aborder les rapports relationnels. Et du coup, ils arrivent avec un romantisme à toute épreuve. Et effectivement, même sans faire le red pillar primitif d'Instagram ou je sais pas quoi, de fait, oui, si vous arrivez en étant complètement romantique, ça peut pas forcément bien se finir. Surtout face à un pool de femmes peu représentatives et qui aussi, on va pas se mentir, les nanas qui arrivent dans les groupes militants, elles sont pas bêtes, elles comprennent aussi qu'elles ont un pouvoir d'attraction. 90% masculin, 10% féminin, c'est l'effet schtroumpfette, t'as capté. Voilà, donc en fait, c'est des effets normaux. Mais si vous voulez pas vous faire bouffer, c'est pas compliqué. Il y a un moment, il faut un peu, enfin, je sais pas, s'instruire là-dessus, quoi. Mais si vous connaissez un peu les mécaniques, j'ai envie de dire, comment dire, intrasexuelles, etc., bon, en vrai, ça peut fonctionner, faut pas non plus être terrifié là-dessus, quoi. Mais disons que oui, ça peut faire partie de la vie d'une organisation, qu'il y ait du clash relationnel homme-femme, quoi. Oui, il y a un truc que j'ai déjà vu passer pas mal sur les réseaux, c'est des gens qui disent ouais, faut que je me trouve absolument une femme de droite, donc faut que je milite, tout ça pour la trouver. Ne venez pas militer pour trouver une femme, c'est une très mauvaise idée. Catastrophe totale. Ça peut être un plus si jamais vous militez, vous pouvez trouver la bonne, ça, il y a pas de souci. Mais c'est très mauvaise stratégie. Et pourquoi voilà, Thibaut, explique-nous pourquoi est-ce que c'est une mauvaise stratégie. Déjà parce que vous êtes en concurrence avec beaucoup d'hommes pour peu de femmes quelque part. Donc il y a de ça, et puis en fait vous n'avez pas besoin d'avoir une femme de droite, genre on s'en fiche plus ou moins des opinions politiques. Alors c'est toujours agréable de pouvoir discuter politique avec sa femme, admettons, tu vois, mais en fait normalement si vous avez un petit peu de pouvoir sur votre compagne, de toute façon si c'est une femme normale, elle sera pas très politisée, puis elle finira plus ou moins par adhérer à vos opinions. C'est quand même je pense le schéma qu'on observe le plus. Oui, et puis en fait le problème c'est qu'il faut pas non plus autister sur la bonne femme est forcément idéologiquement complètement alignée avec moi, dans la mesure où c'est rare d'avoir des filles qui sont très intéressées par le côté idéologique. Donc en fait, vous créez un critère parasite qui sert un peu à rien. Et en plus, je me permets de rajouter ça, les mecs qui viennent dans cette optique, c'est catastrophique pour l'organisation. En fait, les mecs viennent pas pour militer ou faire de la communauté, c'est juste pour choper les quelques meufs qu'il y a. On peut y arriver. Oui, souvent ils n'y arrivent pas, et en plus on crame leurs intentions la première fois qu'on les voit avec les meufs du groupe. Donc, et les meufs du groupe, parce que nous on est cadres, on les connaît bien, parce qu'on est là depuis plus longtemps, elles nous avouent tout et elles trouvent à quel point ces gens sont cringe, donc c'est ça. C'est repéré tout de suite. Donc si vous militez et que au cours de votre carrière militante vous dites tiens il y a une fille elle m'intéresse, évidemment ce serait bête de pas y aller, mais ne venez pas pour ça, enfin s'il vous plaît quoi. Si vous venez pour ça, à la rigueur, apprenez comment ça marche quoi. Oui, tout à fait, oui, absolument. De toute façon, ça génère juste des flux de personnes qui viennent pour les mauvaises raisons. Donc, de toute façon, c'est pas des personnes qui restent longtemps parce qu'ils viennent pour ça, ils n'y arrivent pas, ils repartent. Oui, donc c'est pour ça, vu que là, le sujet, c'est la question des risques et des rétributions, c'est une rétribution bonus de trouver par exemple une nana grâce à la politique. Il faut pas se dire que ça doit être une rétribution de base qui est promise à tous, c'est pas vrai. Mathématiquement, ça peut pas arriver. Forcément, il y a une femme pour 10 mecs. Chez nous, il y a quand même pas mal de femmes, donc le ratio, c'est une pour 5 peut-être. C'est pour ça qu'Odin a créé les Mésis, de toute façon. Exactement, on a 1 heure de vidéo, je pense. Oui, on rigole, c'est bon. Personne n'écoutera, évidemment. On a le droit de rigoler, ça va, putain. Ici, on est en Occident, on n'est pas au Pakistan. Exactement. D'ailleurs, pour finir sur des femmes, parce qu'on parlait de compétition masculine, en disant, on le disait chez le Meeting Pod, mais il faut le dire, c'est quand même très rigolo aussi, la compétition intra-féminine. Ah oui, alors là, on sort un peu du cadre de l'épisode, mais c'est drôle, donc on va le raconter.
Effectivement, vous êtes dans une organisation qui est essentiellement masculine. Il y a quelques filles. Donc, effectivement, toutes les filles sont un peu les princesses. Parce que, même si les mecs sont pas des neuils ou quoi, mais voilà, c'est une logique classique, quoi. Voilà. Une nouvelle fille débarque. Bon, le problème qu'elle aura, c'est pas avec les mecs. Hein. Alors, soit ils seront excessivement galants, mais bon, en vrai, ça va, ils savent se tenir, ou ils ont des rapports normaux apaisés. Mais la conflictualité va beaucoup plus venir de la fameuse sororité, cette solidarité féminine complètement fictive. Bon, on va le raconter sans donner les blases parce qu'on n'est pas bête, Évidemment. vu que c'est très drôle, on va le raconter. Bon, c'est vrai qu'il y a une époque, on a, je sais plus, 3, 4, peut-être 5 filles dans l'orga à Toulouse. Et là, il y a une nouvelle quoi, qui est intéressée pour nous rejoindre parce qu'elle voit nos affiches. Et on fait la rencontre, on se dit bah, très bien, bon profil. Et elle me dit bah, tiens, on fait une soirée dans tel bar, viens nous rejoindre. Quoi. Et donc la fille, c'est typiquement la fille du Sud-Ouest, elle a l'accent, elle aime bien le rugby, elle aime bien faire la fête, extravertie, truc comme ça. Elle arrive, elle s'entend bien avec les gars, elle prend une pinte et tout, ça se passe très bien. Et non, je vous vois venir, c'est pas du tout, comment on dit, une chouin ou je sais pas quoi, hein, c'est pas du tout là-dedans. Mais bref, et on se dit, ah tiens, cette fille-là, bah, ça se passe bien et tout. Et on voit que les filles sont dans leur coin avec un regard absolument ténébreux à lui lancer des éclairs télépathiques. Chaque compliment de mec sur elle, c'est... non, mais pas du tout, en fait. Ouais. Vous inventez, en fait. Ouais, voilà, parce que nous, du coup, après, on en discute entre nous sur le groupe Telegram, on fait, bah tiens, elle, c'est un bon profil, on s'est bien entendu avec elle. Et bizarrement, les filles se mettent un peu, soit être très froides dans le partage des opinions qu'on donne, voire un peu à la tracher. Et en fait, il s'avère que les filles ont leur propre groupe Telegram que elles. Groupe sur lequel elles trashent la nouvelle. Mais elle se prend pour qui tu l'as vu faire les yeux doux aux garçons, c'est insupportable et tout. Parce que nous, alors on ignore, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils disent sur ce groupe. Mais bon, voilà, donc on fait pas gaffe. Et puis, il s'avère que cette fille, on décide vraiment de l'intégrer parce que le feeling se passe et qu'elle arrive un peu à se rendre disponible et tout. On se dit, tiens, on lui donne une chance. Et donc, elle est intégrée sur les groupes normaux, enfin les télégrammes normaux de la section. Et les filles, du coup, se disent, bah, la nouvelle fille arrive, on va l'ajouter sur le groupe des filles de Telegram. En soi, très bien, cohésion, quoi. Cohésion. Bah, sauf qu'elles oublient de désactiver l'option sur Telegram qui fait que les nouveaux arrivants peuvent voir les 100 derniers messages. Et bah, elles voient ce que toutes les filles ont dit sur elles avant. On veut les verbatims, là. Oui, alors j'ai pas le verbatim, mais c'était un peu fleuri quand même. Ouais, il y a le mot en P, je crois, qui est sorti. Cette pute, voilà. Bref, et donc ça crée un petit incident diplomatique intra-féminin. Mais bon, après, voilà, les filles sont rabibochées, etc. Et c'est un peu rentré dans l'ordre. Je dirais même que c'est un peu le rituel d'initiation pour les filles. Alors, je pense que c'est pas que chez nous et que c'est pas que à Toulouse. Je pense que c'est un peu universel. Mais il y a un peu toujours ce truc-là de la nouvelle fille, elle se prend pour qui, etc. Justement, quand la nouvelle arrivera, ensuite une autre nouvelle. Bien sûr. Et du coup, ça l'avant-dernière sera dans le camp des anciens. Voilà, ça soudera d'autant plus. Voilà, c'est ça. Donc pour elle, on avait tort. Mais elle, c'est vraiment une pute. En fait. Non mais voilà, après c'est des petites gamineries, mais c'est plus rigolo qu'autre chose. C'est franchement rare que ce genre de rivalité féminine aille loin, quoi. En général, c'est juste le truc classique. Les nouvelles, on l'apprécie pas trop, puis après on discute. En vrai, ça va, et puis c'est bon, les rapports se font, quoi. Puis on parle d'une anecdote assez lointaine, là, dans le temps. Ouais, ça a 5 ans, je pense. Voilà, donc, de quoi 2023. Ah ouais, aussi, ok. Ben, en tout cas, voilà, déjà, je crois que la plupart des protagonistes, en l'occurrence, sont plus là ou pratiquement plus là, donc ça s'est renouvelé. Oui. Donc, s'il y a des filles qui veulent nous rejoindre, n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous faire insulter, ça a été, c'était du passé, on va dire. Voilà. Mais c'est un sujet, je crois, intéressant, communauté, relations femmes, soyez pas trop naïfs. C'est pour ça, voilà, à la limite, parce que là, en fait, c'est vrai que je me rends compte que depuis le début de l'épisode, on fait comme si on s'adressait à un public mécaniquement masculin. Mais imaginons que vous soyez des rares femmes qui écoutent Fumigène, parce qu'à en croire les analytics YouTube, voilà, vous n'êtes pas très nombreuses, mais vous existez. Ou alors c'est des mecs qui font des profils féminins sur YouTube, mais voilà, ça c'est votre problème après. Mais si jamais vous voulez rejoindre un groupe qui n'est pas Nemesis et qui du coup contient des hommes, voilà, dites-vous bien que au moins au début, les problèmes peuvent plus venir de vos concurrentes peut-être. Ça, je conseille. Voilà. Et à cause de l'épisode, en fait, il y aura une chute du recrutement dans tous les orgas du pays où les mecs voudront plus foutre un pied moche. Non, je crois qu'on a passé cette partie. Ça conclut pas mal le thème, on va dire, communauté, je crois. C'était intéressant. Autre thème, on arrive bientôt dans les derniers thèmes. Tout ce que... On a surtout parlé de risques, j'ai envie de dire, jusqu'à présent, quasiment, même si là, on parlait de quelques
de quelques rétributions, mais il y a aussi en filigrane, en fait, le développement personnel. Et je parle bien en filigrane parce qu'en fait, tout est objet quasiment de formation où vous allez vivre des choses assez atypiques. Bon, c'est pas... on n'est pas en campagne napoléonienne pour aller jusqu'en Russie, bien sûr, mais mine de rien, le commun des mortels, vous allez vivre des événements qui vont vous forger, qui vont être démesurément atypiques par rapport à ce que peuvent vivre vos collègues de travail, votre famille, Bien sûr. etc. Et donc forcément, il y a une formation, que ce soit concrète, directe, parce qu'on fait de la formation politique, sportive, etc. Mais tout simplement par l'expérience. La formation du caractère, en fait. Surtout, voilà, par les de choses regard vécues. moins naïf. On Ouais, disait, ouais, beaucoup c'est de ça. naïfs arrivent. En général, ils reportent un peu moins naïfs. Oui, tout à fait. Oui, je t'ai coupé, pardon. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, après, quand on parle de développement personnel, il faut bien comprendre, oui, c'est ce qu'on évoque, c'est simplement la formation du caractère et de la personnalité, ce genre de choses. C'est que nous, ce qu'on observe quand on est là depuis un moment, c'est qu'il y a pas mal de profils qui arrivent c'est du coup des jeunes blancs un peu. Parfois un peu timides, ou ils ont pas forcément trop confiance en eux, ou alors ils ont confiance en eux sur certains aspects mais pas sur d'autres, ou alors c'est des gens qui ont une vie bien organisée mais il manque peut-être un peu d'aventure, ou trucs comme ça. Et en fait, sur ce point de vue-là, l'engagement a des rétributions qui sont très fortes. Ouais. Alors pour ceux qui s'impliquent vraiment, encore une fois. Bien sûr. Mais de fait, oui, dites-vous un truc tout simple. Quelle que soit la carrière que vous fassiez, quelles que soient les études que vous suiviez ou quoi, quand vous passerez de nouveau à militant, puis de nouveau à cadre local, de fait, vous devrez gérer des gens. Oui, un management, voilà. Voilà. Et donc, en fait, en compréhension psychologique aussi. mais etc. du coup, comme disait Théodore, c'est du management. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à parler aux gens, leur expliquer ce qu'il faut faire, leur donner des consignes, si ce n'est des ordres, contrôler que le travail soit bien fait, être capable, quand il y a une discussion, une réunion, de l'animer, de retranscrire ce qui s'est passé, de faire un planning, même simple, c'est important. Pourquoi pas de gérer un budget prévisionnel quand vous organisez un événement ou que vous tenez un local. Ça, c'est des compétences. Et ok, c'est pas des trucs qu'on vous apprend à l'école, mais simplement par la pratique. Mais bien sûr. En fait, vous intégrez ces trucs-là et ça vous sert autre part. Donc oui, ça en fait clairement partie, ouais. Ouais, moi, j'ai pas peur de dire, je suis arrivé tard dans le militantisme, je crois à 25 ans. Donc j'avais déjà quand même pas mal fait ma vie, j'avais fini mes études, etc. Mais je dirais que c'est un des plus gros apports en termes de compétences transversales, etc., que j'ai eu dans ma vie en dehors de l'école et du travail. Je dirais même c'est devant, je suis prêt à le dire. Je pense d'ailleurs que dans mon travail, pour monter les échelons, comprendre la psychologie humaine, savoir... en fait, il y a de la politique en entreprise, c'est de la politique. Eh bien, je suis largement armé sur ce genre de thème grâce au militantisme. Et ça, on le voit, mais sur plein de trucs. Moi, je vois un truc tout bête, la prise de parole en public. Et oui, par exemple. Truc alors que l'école française n'apprend absolument pas aux gamins, ce qui fait qu'en fait, t'as l'exposé de 4e où t'as un gamin qui va balbutier devant tout le monde, c'est très La poésie aussi. Voilà, la poésie. J'ai galéré, moi. Le maître Corbeau tenait dans son renard un fromage, je sais que bon, ça marche. Bref, mais donc la parole en public, en gros, c'est un skill que on n'apprend pas du tout dans les canaux traditionnels. Pourtant, c'est un des skills transversaux les plus importants, parce que le jour où vous devez animer une réunion, ou même simplement être en désaccord, mais c'est aussi bête que devant un parterre d'individus, et on parle pas de 50 000 personnes, mais devant 10 personnes, si vous n'avez jamais pratiqué l'exercice et que vous n'êtes pas naturellement talentueux là-dedans, vous n'allez pas le faire. Vous serez paralysé par la peur, et si vous y allez, vous serez nul, vous serez pas persuasif, voilà. Vous voyez le fameux phénomène, le lendemain, sous la douche, putain, il fallait que je dise ça. Oui, voilà. Et c'est trop tard. Voilà. Et en fait, le simple fait de militer, de fait, vous allez avoir des occasions de parler en public. Par exemple, nous, pendant les cercles de formation à Toulouse, un exercice qu'on fait relativement souvent, c'est les éléments de langage. Oui. Où en fait, on note sur des bouts de papier des mots, des phrases, des éléments de langage, des expressions, des énoncés. Certains, on peut donner des exemples, on peut dire la différence entre l'Europe et l'Union européenne. Ouais. Ça peut être notre rapport avec la police. Ouais. Ça peut être qu'est-ce que l'agite-propre. Enfin, des trucs vraiment très variés. On donne, chaque militant a son bout de papier, il bosse dans son coin pendant 5-10 minutes, et après il passe devant les autres, expliquer l'élément de langage, le positionnement du groupe et tout. Bon nous on voit la différence entre les gens qui arrivent au début, ils sont très timides, etc. Et en fait à force de faire, ça démystifie. Et ça c'est sûr que c'est utile dans votre vie, parce que, je sais pas, le jour où, admettons, vous passez face à un jury pour, j'en sais rien, quelconque examen ou un truc comme ça, vous passez devant une commission, vous avez un entretien d'embauche, vous avez plusieurs recruteurs en face, maintenant vous savez parler quand il y a plusieurs personnes, vous avez plus de blocage psychologique, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous dites, sur le fond. Et ça fait une vraie différence. Ça c'est un exemple, il y en a d'autres. Mais dites-vous que
vous avez peut-être vu déjà des gens qui parlent en public et vous étiez admiratif, vous dites ils tremblent pas, ils sont convaincants, ils parlent bien et tout. Oui, mais c'est de l'exercice en fait. Ok, il y a des gens qui ont le skill naturel, c'est vrai. Mais même quelqu'un qui est moyen, voire un peu en dessous de la moyenne, avec de la pratique, il peut tout à fait s'en sortir. Un autre exercice qu'on fait, parce que j'aime bien illustrer cet aspect un peu en profondeur, Bien sûr. c'est les 2 minutes pour convaincre. Oui. Un exercice un peu connu, que si vous avez fait l'IFP, vous l'avez déjà fait. C'est simple, vous préparez un sujet libre, vous passez devant une assemblée, on met le chrono, et vous avez 2 minutes pour donner votre opinion sur un sujet et convaincre le public que vous avez raison, l'auditoire. J'ai gagné mon premier 2 minutes pour convaincre, je m'en souviens, sur le port d'armes. Bravo. Moi, j'ai jamais gagné d'1 pour convaincre parce que je prends tout le temps des sujets beaucoup trop clivants, plutôt rester de provocation. Mais toi, tu es un enfant perturbateur, Thibaudet. Et je précise qu'en plus, moi, j'étais face à Thaïs qui a fini seconde, désolé. Ok. Bon, moi, j'ai toujours fini premier, mais c'est pas le sujet. Mais donc, voilà. Donc, 2 minutes pour convaincre, c'est idiot, mais on vous demande de préparer un sujet, vous avez 2 minutes devant une audience silencieuse, vous parlez, forcément, ça prépare. Il y en a d'autres aussi. Des fois, en manif, il y a un militant, on a besoin que celui qui fasse le discours au mégaphone. Oui, voilà, on prend un mec qui sait parler, et ça prend aussi. Le média training. Quand on entraîne nos militants à faire réponse aux journalistes, alors évidemment fictive, il n'y a pas de vrai journaliste, mais il y a un militant qui joue le journaliste, l'autre qui joue le militant, on pose les questions, en fait, on a des gens, et je pense qu'on a tous des exemples ici en tête, on ne dira pas, mais voilà, des gens, leur premier média training, ils ont du mal à parler, ils rougissent, voilà, mais c'est normal, parce que personne ne leur a jamais appris. Et puis en fait, tu fais ça 1 semaine sur 3 pendant 6 mois, à la fin, on dit pas que les mecs ont des skills d'hommes politiques, on dit pas que c'est Jordan Bardella à la fin, mais ils s'en sortent vraiment bien. Voilà, j'allais dire, j'ai 2-3 exemples en tête qui étaient catastrophiques et qui étaient pratiquement bluffants, toute proportion gardée. Tout à fait, ouais. Bluffants, par rapport, en tout cas, à l'écart qu'il y a eu avec le début. Et ça, évidemment, que ça leur servira ailleurs dans leur vie. Bien sûr. On a, le jour où vous devez négocier une augmentation de salaire avec votre patron. Particulièrement, oui. Et ça, on sait que c'est une des plus grosses variables pour prédire les variations de salaire d'un individu au cours de sa carrière, c'est sa capacité à le négocier. Mais si vous y allez sans savoir parler, en étant terrifié, oui, vous allez être mauvais, évidemment, même si vous êtes le meilleur travailleur de la boîte. Si vous savez vous faire comprendre, argumenter, parler, regarder quelqu'un dans les yeux quand vous discutez avec lui, écouter, poser les bonnes questions, apporter les bonnes réponses, ça fait la différence. Donc là, il y a d'autres skills transversaux, mais moi, celui qui me vient en tête quand on parle de skill transversal qui est enseigné par le militantisme, c'est la prise de parole en public et le management, pour ceux qui deviennent cadres. Et dans le management, pareil pour ceux qui deviennent cadres, il y a aussi la capacité à prendre des décisions en moment de stress, etc. Ouais. Enfin, c'est des choses qui, je pense, peuvent être aussi très transversales. Oui, parce que, et ça, je pense que les Blancs sont très concernés par ce problème-là, c'est qu'on est très atomisé. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment de communauté d'enracinement, d'attachement, etc. Et donc, en fait, on est un peu tous isolés. Et donc, dans l'endroit collectif blanc moyen, c'est 99% des gens qui se plaignent, mais qui n'osent jamais ouvrir leur gueule, etc. Et vous avez le mec qui a confiance en lui. Alors, c'est pas forcément qui mérite, ça peut être sa personnalité naturelle ou quoi, n'importe quoi. Mais vous avez le mec, en gros, qui va se retrouver à parler pour les autres, à gérer les autres, à devenir un peu le référent. Et en fait, ça, nous, on l'a vu. L'activisme peut permettre à quelqu'un en tout cas, de développer ça. Clairement. Et puis, voilà, on a tous en tête le cliché des gens qui ont même peur de répondre au téléphone. Quand tu arrives devant, je sais pas moi, 2 recruteurs qui sont en train de t'accueillir et tu stresses, mais qu'en fait, il y a 2 semaines, t'as fait une bagarre où t'as tenu la ligne. Il y a 1 semaine, t'as organisé des actions, débattu avec des gens qui étaient pourtant pas d'accord avec toi, mais t'as su argumenter, etc. T'as vécu peut-être des gardes à vue, j'en sais rien. T'arrives devant les 2 recruteurs, enfin, le stress, il est plus là, quoi. Oui, complètement. Ouais. Juste, t'as tes arguments en tête, tu sais t'exprimer. Et t'empoches ta promotion ou ton poste et voilà, il y a du concret derrière, en fait. Oui, tout à fait. On parlait de prise de parole en public, mais il y a un truc que j'avais oublié, on l'a pas mentionné, mais nous, donc, quand les gens sont nouveaux et qui passent au statut de militants, vraiment, on leur fait confiance, on leur impose de faire une conférence, donc devant, en fait, un parterre de personnes. Moi, j'y suis passé, on est quand même tous passés ici. Certains à de nombreuses reprises. Ça, pour le coup, moi, la première fois que j'ai dû faire une conférence, c'est pas évident. On faisait plein de personnes comme ça qui vous regardent et qui attendent que vous fassiez un petit peu le singe savant et dire des trucs intelligents, c'est pas toujours évident, quoi. C'est en train déjà à parler en public comme on a dit, mais à structurer une idée. Bien sûr, ouais. On parle aussi d'époques où il n'y a peut-être pas de chat GPT, donc peut-être que les auditeurs n'ont pas connu cette époque, mais il y a une époque où on travaillait vraiment. Phrase de vieux con. Pas connu perso. Mais... Non, mais je te dis, on utilise chat GPT tous les jours. On travaille évidemment, mais structurer des idées, pas seulement structurer, mais les rendre attrayantes, parce que on est face à 25-30 personnes, parfois plus, quand on faisait des conférences ouvertes entre guillemets au public.
faut animer aussi. C'est pas seulement parler, mais animer. Et il y a des militants qui ont fait des exposés vraiment intéressants et drôles parfois, et à guicheur en tout cas. Bah, bien sûr. Ouais. Il y a une autre compétence aussi, je trouve, à laquelle on fait souvent face, c'est la capacité à trouver des solutions, à pas grand-chose, à être créatif, etc. Parce qu'en fait, nous, des groupes d'activistes, on sait pas mal de choses, mais on va pas se mentir, on a des effectifs financiers, on a des effectifs opérationnels qui sont pas très, on n'a pas grand monde, on n'a pas beaucoup d'argent, et pourtant on doit produire du résultat politique, donc ça nous oblige sans cesse à redoubler d'efforts pour Bien sûr, trouver la bonne idée, le bon truc, comment aligner tous les paramètres pour que avec le peu de trucs qu'on a, ça fasse un truc cool. Enfin, ouais, bien sûr, ouais. Mais ça, c'est. En fait, c'est le truc. On est plusieurs. Il y a plusieurs militants que je connais un peu de longue date qui disaient ce truc très souvent, c'est quel dommage que je puisse pas mettre mon expérience militante sur un CV. Ouais. Et c'est vrai en fait. Ça, c'est vraiment Ça, c'est frustrant. pas le risque, mais vraiment le truc le plus frustrant qu'il y a dans la politique. Quoi. Parce qu'en fait, vous pouvez dire oui, j'ai été équipier à McDonald's pendant 30 000 ans. Ouais, en fait, j'ai milité pendant 6 mois. Oui, bon, en fait, c'est bon, tu vois. Clairement. Mais oui, clairement. Et je sais qu'il y a des gens qui penseront peut-être qu'on exagère, ou etc. Et je vous assure que c'est vrai. Alors, encore une fois, ça dépend de votre degré d'engagement. Si quelqu'un vient comme spectateur une fois tous les 2 mois, oui, il n'apprendra rien, mais ça, c'est normal comme n'importe quelle structure. Et juste à la soirée. Oui, voilà, boire des pintes tous les 2 mois, c'est pas s'impliquer. Mais si vous venez souvent, dans une bonne orga qui est exigeante, mais qui vous donne les moyens de ces exigences, bah oui, il y a plein de skills transversaux, de skills sociaux aussi. Le simple fait d'apprendre à rencontrer de nouvelles personnes, forcément, ça arrive. Truc tout bête, nous, quand on fait nos week-ends de cohésion, bah, le soir, on fait un feu, on se met autour du feu et on chante. Bah, c'est idiot, mais le fait de se forcer à chanter quand il y a les autres autour, pour certains, c'est une bonne première manière de lutter contre la timidité aussi. C'est idiot, hein, mais... Et puis il y a certains qui perdent leur naïveté, ils deviennent red pill, ils apprennent à draguer, quoi. Enfin bref, il y a des skills, Un jour, on fera un épisode là-dessus. Mais ça, c'est quand on vous fera le Tipeee. Mais ça, on vous expliquera plus tard. Pas des épisodes payants, mais... On rappelle le PayPal en description, nos réseaux sociaux. On a eu notre premier don, on aimerait bien avoir le deuxième. Parce que le premier était quand même pas très élevé, mais sur le remercie. Ah mais évidemment, attends, Thibaudet, on tape pas sur les donateurs. Non, c'est une pinte en happy work, quoi. Voilà. Mais en vrai, on fait une digression là-dessus, autant les bouts de la digression. Là, on se rend compte qu'en fait, notre pauvre camarade qui doit s'occuper du montage, bref, je vous passe les détails, mais a des obstacles techniques un peu pénibles à résoudre pour chaque épisode. Et un de ces obstacles vient du fait qu'on enregistre sur plusieurs périphériques qui sont pas liés entre eux. Enfin bref, c'est un peu chiant. Et du coup, nous, c'est vrai que là, le premier objectif qu'on a, c'est de s'acheter du matos audio unifié, etc. pour améliorer cet aspect-là. Donc, si jamais vous voulez soutenir une initiative de la cause, vous savez pas laquelle, et vous voudrez soutenir des gens qui en ont besoin et qui vont pas se le foutre dans la poche, bah, vous pouvez faire un don à Fumigène. Exactement. Déjà, peut-être on lui payera une pente à notre pauvre monteur. Tout à fait. Tout à fait. Bah, c'est bon, on a vidé le PayPal. Faut vraiment bien choisir le bar et la bonne happy hour. Non, mais sinon, pour revenir sur les compétences, moi, il y en a une autre. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte assez récemment, je dirais, mais c'est peut-être aussi parce que moi, je fais en fait, le recrutement des nouveaux. C'est moi qui, en gros, les gens qui veulent nous rejoindre envoient un message sur Instagram et c'est moi qui vais les rencontrer et qui vois si on les recrute ou pas. Et en fait, à force d'enchaîner ça, maintenant, j'ai une capacité, on va dire, à analyser les personnes qui devient très rapide. Au début, bon, j'avais un peu de mal, tout ça, c'est difficile de cerner les gens. Mais maintenant, en fait, très rapidement, tu sais si la personne va être impliquée, si elle est intelligente, tout un tas de choses, en fait, qui vous permettent de vite juger les gens. Et en fait, même dans la vie professionnelle à côté, ça se transpose très bien. Oui, c'est un vrai travail. Justement, on parlait de recrutement, mais en étant recruté dans le monde du travail. Et du coup, être recruteur, c'est un vrai travail aussi. Ouais. Et quand on se met dans ce rôle-là, peut-être qu'on a aussi, on fait plus attention à ce qui est pertinent lorsque nous, à vouloir être dans notre rôle, c'est-à-dire le rôle du recruté. Donc oui, je pense que tu as gagné des skills qui permettent de vite jauger, évaluer quelqu'un avec très peu de moyens, très peu de moments, très peu de temporalité. Bah, c'est pour ça que après la Reconquête, dans l'Empire européen, une fois qu'il y aura eu son avènement, évidemment, les départements de ressources humaines seront interdits et remplacés par des élevages de serpents. Mais surtout, dans les entreprises, les recruteurs seront des gens qui ont été recruteurs en tant que militants, parce que ça développe un peu, comment dirait le Sharingan relationnel, voilà. Comme dirait Thibaudet. Puisque les RH sont des pires catégories de la population aussi, on peut le dire. Oui, avec... C'est misogyne de dire ça. Avec les restaurateurs, les profs, enfin, il y a des gens, il y a des catégories comme ça. Oula,
cut. Mais on fera un épisode dessus, mais à toi. Ouais, on démystifie. Enfin, je me désolidarise. Thibaudet fera un épisode en solo pour démystifier le culte des agriculteurs à droite. Mais on va pas le faire maintenant pour éviter les menaces de mort. Je propose qu'on le fasse après le banquet de Mercadal. Est-ce qu'à votre avis, chers amis, on a fait le tour de la question du développement personnel ou pas? Faut pas hésiter parce qu'il y a plein de trucs. Hein. Oui, autre chose aussi qu'on n'a pas abordé ou très brièvement quand on parlait des compétences personnelles, etc. Mais moi, j'aimerais bien évoquer l'aspect d'aventure. T'en as rapidement parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont 30, 40, 50 ans et qui ont l'impression aussi qu'ils sont passés à côté de leur jeunesse, ce genre de trucs. Bah, je vous assure que si jamais vous militez, ça vous arrivera jamais. Ouais. À la limite, vous direz putain, c'était trop bien, j'ai envie de le revivre, mais vous direz jamais, là, j'ai perdu mes plus belles années, j'ai rien fait, je me suis branlé, j'ai regardé Netflix. C'est pas du tout quelque chose que vous aurez. Vous aurez à la fois des aventures, entre guillemets, parce que le fait d'être un activiste dans sa propre ville, c'est déjà pas quelque chose de commun. Et vous ferez des choses que les gens ne font pas. Mais moi, ce qui me marque aussi énormément, et je pense que c'est le cas pour beaucoup, c'est tout simplement quand il y a des déplacements, quand il y a des choses qui vraiment sont extraordinaires, qui sortent vraiment du quotidien des gens normaux. Le rite initiatique du déplacement politique, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi. Et c'est des choses qui vous marquent. Enfin, moi, peut-être par exemple une anecdote qui semble un petit peu aventure, entre guillemets. Pour ceux qui se souviennent, donc c'est en novembre 2023, il y avait des grosses manifestations en Espagne, notamment à Madrid, c'est le 9e national. Et en fait, nous, on apprend en plein milieu de semaine, en gros, le jeudi soir, un truc comme ça. C'est donc l'équivalent du PS là-bas qui va être investi. Et ils annoncent des manifestations qui sont immenses dans le pays. Et en fait, nous, Alors, les étudiants... Pour préciser, pour les gens qui ne s'en souviennent pas, c'est pas des manifestations du PS. C'est Oui, que non, le PS va être non, au pouvoir. c'est ça. Du coup, les Excuse-moi, nationalistes ouais, espagnols, les patriotes veulent faire des manifestations monstres contre la gauche au pouvoir. Voilà, Pardon, c'est je ça. t'ai coupé. Et en fait, nous, on se chauffe avec un autre militant, mais non, on n'a pas de voiture, parce qu'en fait, nous, on est des pauvres étudiants à la fac, et en fait, les gens qui ont des voitures ont des emplois, et en fait, ils me disent, non, en gros, je vais au travail, en fait, toi, tu peux sécher les cours si tu veux, moi, c'est pas possible, tu vois. Donc, en fait, on finit par trouver un Flixbus de nuit, on part de Toulouse un mercredi soir, genre à 23h, on se réveille à Madrid, et en fait, le soir, on se trouve dans une des manifestations, si ce n'est la meilleure manifestation que j'ai pu faire, tellement c'était impressionnant, etc., en plein cœur de Madrid, comme ça, en plein milieu de semaine. Et en fait, après, on rentre et le vendredi, j'ai cours, quoi. Bah oui, ouais. Oui, il y en a. Monsieur est un globetrotter du haut de son. Je sais plus, tu as une vingtaine d'années et quelques, sans trahir de secret. Mais manifestation en Angleterre, en Espagne, partout dans le monde. Je veux dire, t'as fait À Vienne. Oui, d'ailleurs, j'ai pas pu venir à l'entrevue du Melting Pot parce que j'étais en manifestation en Flandre. T'es très cool aussi, d'ailleurs. C'est très français, ça. T'es vraiment un manifestant, quoi. Non, mais enfin, la manifestation, au-delà des objectifs politiques, c'est aussi là que vous rencontrez des militants qui pensent comme vous, mais dans d'autres pays en Europe, ce qui est quand même pas commun. Enfin, moi, je trouve ça quand même extraordinaire de rencontrer des Européens d'ailleurs. Oui, il y a les rencontres, mais c'est aussi, enfin, ça a l'air idiot, mais l'adrénaline aussi. ouais, mais en fait, c'est aussi des rituels, quoi. Ouais. Théodore, t'as dit un peu le mot magique tout à l'heure. T'as parlé de rituel d'initiation, rite de passage, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que un truc qui est flagrant, je trouve, dans la période contemporaine, et en vrai ça dure depuis quelques décennies, c'est à quel point pour les jeunes, et notamment les jeunes blancs, il n'y a plus cette vie rythmée qui marque le passage de l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, les responsabilités et tout. Alors qu'avant, il y avait ça, ne serait-ce que par l'armée. Ouais, l'armée, les religions, le service militaire, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Le fait d'avoir son premier travail, etc. Et en fait, aujourd'hui, ça c'est comme largement perdu. Et de fait... En gros, souvent, le premier rôle responsable, c'est l'enfant, et il arrive de plus en plus tard. Ouais. Donc, en fait, on a des gens qui sont assez peu responsables jusqu'à plus de 30 ans, souvent. Ouais, bien sûr. Ouais. Et là, l'engagement dans quelque chose comme le militantisme et d'autres choses, mais le militantisme permet ça aussi, c'est que ça crée aussi ce genre de rituel où on sort un peu de sa coquille, ses habitudes d'enfant, etc., et on va un peu à la découverte du monde, quoi. Et donc, comme disait Thibaudet, des fois, c'est en impro, on prend un Flixbus, boum, on va en Espagne, on va déglinguer des barricades face aux flics, c'est super drôle, on est pris en photo par les médias, bref, c'est pas le sujet, et après, on va faire ça 3 mois après dans un autre pays, et puis après, ça peut être, par exemple, je sais pas... nous on est à Toulouse, et puis tous les ans il y a la journée de la fierté parisienne au mois de janvier, donc à Paris évidemment. Bon, et bien comment on y va? Bon, on pourrait faire le truc un peu nul, on y va dans des bagnoles séparées, on met juste la radio, moi c'est pas top. Non, qu'est-ce qu'on fait? On loue des J9, donc des véhicules 9 places. À l'époque on en louait à un noir d'Albi qui était très cool parce qu'il faisait payer 0 caution,
Alors son G9 était pourri, mais c'était le moins cher de l'univers. Et en fait, bah, on monte. Alors c'est un 9 places, donc évidemment, on monte à 11 ou 12 dedans. Et en fait, le coffre est transformé en bar mobile avec un militant qui prépare des mixtures alchimiques pas possibles. Et en fait, c'est simple. On part, je sais pas, des fois à 3h ou 4h du matin. Donc les mecs dorment pas, évidemment. Bim, on fait toute la journée, boum, autoroute. On s'arrête vite fait sur une aire d'autoroute, piquer de la ouf. Clac, on remonte. On arrive à Paris fin de matinée. La moitié des types sont ivres morts, mais c'est super fun. Et on visite la ville, parce qu'il y a toujours ce côté un peu, c'est con, mais il y a toujours un peu ce côté tourisme et tout. Et puis après, bah, bim, voilà, on se rend à une manif, à un événement et tout. Et après, ça nous est déjà arrivé de faire l'aller pour une JFP dans la nuit. On fait la manif, la soirée sur la péniche. 2h du matin. Ouais, les mecs, où est-ce qu'on dort? Ouais, flemme de trouver, vas-y, on rentre, bim, on reprend le J9. Boum, on retape 7 heures de route jusqu'à Toulouse. Bon, une fois on a fait ça, c'était très con parce qu'on a failli tous décéder. Ouais, à Rouen, donc c'est encore plus loin. Ouais, et les ouais. chauffeurs nous ont détestés. Parce que Voilà. moi et Durac n'avons pas le permis, donc c'est facile pour nous de suggérer de rentrer au milieu de la nuit, Moi, c'est mais- pas de ma faute, je suis un citadin, j'ai rien fait de mal. Mais oui, enfin, et ça peut paraître idiot, mais nous, il y a plein de militants, bon, ils arrivent, ils sont un peu timides, ils ont un peu une vie jalonnée par les habitudes et la routine. Et puis là, bah, vas-y, mets-toi une caisse dans un G9 en pleine nuit en allant à Paris, c'est trop bien, quoi. Les mecs, bah, ils se désinhibent, ils font du contact et tout, c'est super important, en fait. On crée des cocktails avec des noms, on ne le dira pas, mais voilà. Ouais. Mais oui, ça fait partie aussi de la vie communautaire et du fait un peu de se déneuiser, quoi. Bah, c'est ça, c'est Ça. c'est le déunisage, le Ouais. déunisme, je ne sais pas comment on dit, mais perdre cette naïveté qui fait qu'on n'affronte jamais le monde avant peut-être une trentaine Ouais, d'années. puis il y a un truc con aussi, mais ça fait des souvenirs à raconter. Mais oui, aussi, voilà. C'est con, hein. Mais l'idée, ah, t'as fait quoi ce week-end? Ah bah moi, je suis resté pépère à mater Netflix. Ouais, nul, cringe, nullissime, tu vois. Enfin, je dis pas qu'il faut jamais le faire, ok, mais. Et t'as fait quoi? Ouais, bah en fait, je suis allé à Vienne pour une manif et en fait, on avait nulle part où dormir, on a fait nuit blanche et puis en fait, on a failli faire de la garde à vue, puis on est rentré, c'était fun. Bah ouais, c'est plus drôle à raconter en fait. Et puis vous rencontrez des gens, et puis ça fait des. C'est formateur tout simplement, quoi. C'est ça. C'est partie des rites qu'on devrait imposer. C'est la première Bien manif, sûr. la première bagarre, le premier resto basket. J'en ai eu plusieurs imposés comme ça. C'est les cases à cocher pour devenir militant. Exactement. Tu sais, il y a le cliché qu'on entend des fois, X, c'est l'école de la vie. C'est Oui. toujours ce truc. Bon, et c'est souvent un cliché, mais en fait, il y a de ça. Moi, je suis assez persuadé. On est dans une bonne orga, c'est l'école de la vie, ouais, il y a de ça. Clairement. Est-ce qu'on a fait le tour sur la fameuse, enfin, tout ce qu'on peut appeler l'aventure et tout ça? Je pense. Je de mon pense que côté, oui. Je pense que oui, c'est d'ailleurs une belle manière, on va dire, de conclure ces différents thèmes entre risque et récompense. Et on a, je crois, une réponse, j'ai envie de dire, à apporter à ce que disait Anthony Radioactif. Ouais, bah, en fait, voilà. Donc là, on fera un peu la conclusion synthèse après. Mais là, je voulais évoquer un point. Donc, dans son passage chez les Braves, donc ça recoupe un peu ce qu'on disait en introduction, Anthony Radioactif disait qu'on on avait alimenté chez lui un changement d'idée sur la pertinence de l'engagement activiste et tout. Et donc, la question qui m'avait été posée chez les Braves quand on y était passé et qui recoupait les jugements d'Anthony Radioactif, c'était est-ce que quelque part, plutôt que de s'engager de manière plus ou moins visible dans du militantisme à haut risque, est-ce qu'il vaut mieux pas justement abandonner les logiques d'organisation et faire son travail quelque part en loup solitaire, quoi, intégrer les organisations, prendre le pouvoir. Alors, quand je dis organisation, c'est le monde du travail, par exemple, faire une belle carrière, même pourquoi pas, j'en sais rien, intégrer, que sais-je, un parti, un think tank, tout ce qu'on veut, quelque part en sous-marin, sans être quelqu'un d'identifié comme ayant un passé politique, acquérir le maximum de pouvoir et à partir de là avoir de l'influence. C'est une vision un peu top-down Ouais, complètement, qui est en vogue en ce moment. Qui est du coup typique pour un NRX, qui est tout à fait cohérente et logique. Et en fait, moi, ce que je disais à Vincent qui me posait la question chez les Braves, c'est que je disais, mais en fait, ça dépend de pas mal de choses, mais ça dépend du profil que vous avez. Il y a des gens qui pourront faire ça. Il y a des gens, ils ont le profil psychologique, ils ont la mentalité, ils ont le parcours de vie qui leur permettra de faire ça. Il y a des gens qui pourront pas parce qu'en fait, ça les intéresse pas. Il y a des gens qui ont le profil à la recherche de l'aventure. Et il y a des gens, de toute façon, ils sont pas dans une optique où ils veulent rechercher la grosse carrière, donc quelque part ils ont beaucoup moins à sacrifier à faire de l'activisme comme ça. Et puis de toute façon, comme on fera la synthèse après, mais c'est pas non plus activisme ne veut pas dire carboniser sa vie. Enfin, voilà, Exactement. voilà, tout simplement. Et donc l'idée c'était tout simplement de dire ça, c'est qu'en fait il n'y a pas un chemin qui est adapté à tout le monde, quoi. Si on considère qu'il y a des différences de tempérament, d'intelligence, de talent, de skill, de tout ce que vous voulez, bah, de fait, pour défendre, on va dire, notre cause,
il y a plein de parcours possibles. Donc, Il faut une variété des profils. voilà, l'activisme en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça, c'est pas grave, vous pouvez faire autre chose. Peut-être que cette option de l'entrisme, c'est-à-dire d'intégrer une organisation sans voilà, dire qui on est, avec le but plus ou moins de l'influencer ou de la subvertir, peut-être que c'est votre profil. Mais pour moi, c'est pas mécaniquement une solution pour tous, ça je n'y crois pas. Et puis, ça peut se combiner, d'ailleurs. Oui, mais... Faut pas croire que nous, on n'essaie pas de faire de l'entrisme parce qu'on fait de l'activisme. ouais. Je suis tous les jours en train de réfléchir à comment faire de l'entrisme, ne serait-ce que dans le boulot, proposer certains CV, ne serait-ce que faire du réseau, etc. Enfin, l'activisme implique l'entrisme, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi Oui, faire en tout cas l'influence. En tout cas, l'influence. Ah, voilà, un minimum. Et donc parfois on peut faire que l'un et l'autre, mais parfois on peut faire les deux, tout simplement, quoi. Il y a aussi le fait qu'on me disait, bon, il y a des loups solitaires, des véritables serpents, enfin au sens amélioratif du terme, mais qui savent s'infiltrer, parce qu'ils sont talentueux, parce qu'ils ont des skills sociaux intéressants, mais parfois on peut être aussi trop seul pour peser, on peut avoir besoin d'une base arrière numériquement nombreuse, ne serait-ce que pour certaines tâches, pour avoir aussi un certain appui, et que forcément on est toujours plus fort à plusieurs que seul, donc c'est plutôt l'exception que la règle de loup solitaire qui va s'en sortir tout seul, quoi. Ouais, moi ça fait pas mal de temps que j'entends cette idée là dont on parle, l'idée de dire non, il faut refuser les logiques d'organisation, d'appartenance, il faut acquérir du pouvoir tout seul en sous-marin et aller le plus loin possible, parce que le problème de ces logiques-là, et en fait il n'est pas théorique, hein, il est constaté, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas appartenu à une organisation, vous avez plusieurs risques. Le premier, en fait, c'est que vous pensez avoir des idées, mais en fait, le jour où vous vous confrontez au monde réel, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas formé, que vous n'avez pas de vraies convictions, qu'elles n'ont pas été forgées, et du coup, bah, en fait, vous abandonnez vos convictions, vous les monnayez, etc. Un autre risque, bah, c'est tout simple, c'est qu'en fait, vu que vous n'avez pas quelque part appris ce que c'était que la politique, même à un niveau de base, bah, en fait, si vous tombez face à quelqu'un qui, lui, l'a appris, il va vous bouffer tout simplement. Exactement. Et puis, un truc aussi, c'est que quand on est tout seul, on peut penser qu'on fait de l'entrisme, qu'on va influencer la structure, mais en fait, il y a le risque que ce soit la structure qui vous influence. Et donc, l'exemple que j'ai pris chez les Braves, quand Vincent me posait la question, c'était celui des trotskistes qui pensent qu'il faut faire de l'entrisme au sein du Parti socialiste, pour en gros faire leur orga, et donc venir en tant que simple individu lambda, sans savoir qu'il avait un passé trotskiste, et puis en fait, les mecs se trouvent dans la structure et la retournent progressivement, c'était le plan. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit non mais les gars, vous allez vous faire bouffer par la structure, c'est pas vous qui allez rendre le PS trotskiste, c'est le PS qui va vous rendre socialiste de base, quoi. Ouais. Et évidemment c'est ce qui s'est passé, enfin tous les mecs comme Julien Drey, Cambadélis, il y en a plein d'autres, je crois qu'on pourrait en faire des listes entières. Enfin Jospin c'était ça aussi, voilà. C'est des mecs qui sont juste devenus des apparatchiks socialistes, hein. Et on peut pas dire que le PS soit devenu un parti trotskiste. Et en fait, alors qu'ils étaient même eux très formés politiquement, ça n'a pas suffi pour des logiques d'entrisme en fait. Donc c'est vraiment une stratégie très risquée, l'entrisme. Donc après, si vous voulez avoir des logiques d'appartenance qui ne soient pas directement politiques, pour éviter de cramer par exemple votre CV, les risques qu'on a évoqués pendant l'épisode, ça peut tout à fait s'entendre, mais je pense qu'il faut vraiment pas croire au mythe de l'influence politique en étant solitaire. Puis moi, je trouve aussi quand même que ce délire de parler d'entrisme et d'infiltration, la plupart du temps, c'est quand même une excuse, une rationalisation de sa non-volonté de s'engager politiquement. Ouais. En fait, c'est l'équivalent un petit peu plus intello du « Ah, mais le jour où ça pète, moi, je serai là ». C'est un peu pareil, mais en version moins débile, quoi. Ouais. C'est très l'analogie est très parlante, Ouais, je l'analogie, pense. Et surtout, c'est assez vrai ce qu'il dit, parce que profil ambitieux, pas nécessairement, mais plus on est ambitieux en général, moins nos convictions nous sont à cœur, par définition, parce qu'on est prêt à tout, entre guillemets, pour gravir des échelons. Donc le profil qui est à la fois ambitieux, mais comment dire, intègre, il est vraiment très rare. Alors parfois on ignore qui on est nous-mêmes. Il faut parfois bien se sonder. Est-ce qu'on a des idées solides, comme tu disais, et est-ce qu'ils ne resteront pas monnayables face à une promesse de monter dans la hiérarchie alimentaire, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour notre réponse sur ce Oui, ce donc sujet. oui, c'est ça. Et puis encore une fois, même si vous êtes intègre et ambitieux, encore une fois, si vous êtes seul, vous n'allez pas peser beaucoup, quoi. C'est toujours la question. Il y a un moment, il faut savoir s'entourer. Bon, et pareil, il y a un autre truc. Admettons que vous ne vouliez pas vous engager de manière, on va dire, visible, parce que vous considérez que vous ne pouvez pas ou que c'est trop risqué pour vous, ça s'entend tout à fait. Si vous préférez, par exemple, privilégier votre carrière. Mais en ce cas, moi, je vois un vecteur d'influence
évidentissime, bah, c'est l'argent en fait. Ouais. Si vraiment votre vie tourne autour de votre carrière, ce qui peut être très bien, hein, y a pas de, ça peut être très bien, bah, si pour vous la politique c'est un parasite, mais vu que vous comptez quand même influencer dans le bon sens, bah, le choix évident c'est de donner à ceux qui le méritent. Donc ça aussi c'est un gros vecteur d'influence. On entend souvent la critique comme quoi les organisations activistes parfois n'ont pas assez d'impact ou quoi, mais il y a une raison évidente aussi. Quand vous tournez avec 3 bouts de ficelle, c'est compliqué d'avoir de l'impact en fait. C'est Elon Musk. Tu entends ça, ce terrain ou C'était Elon Musk, n'importe qui, on va mettre, ça me donne 10 millions, ce qui est ridicule pour eux. On, Non, mais même- on sait quoi faire. Mais hein. tu sais, vous vous rendez compte que ça fait 1 million, Théodore? Oui. Je vois. Mais imagine Fumigène avec 1 million. Quoi. Imagine, ouais. On peut acheter 1 million de jeux à gratter, c'est zinzin en fait. Vous gagnez plein d'argent. On a après alors des setups bricolés chez les influenceuses de droite. Comme Bien sûr. C'est possible, quoi. Voilà, mais donc, bon, je pense qu'on a un peu fait le tour sur ce commentaire-là. Est-ce que ça vous dit on passe à la conclusion? Bien sûr. Oui, Ok, il est moi, peut-être temps de conclure. Bah, écoutez, moi, la conclusion de tout le jugement qu'on a donné, je pense, c'est qu'en fait, sur chacun des domaines qu'on a évoqués, vous avez les risques et les rétributions. Effectivement, c'est le rôle des organisations activistes de trouver un modèle qui permet de maximiser les rétributions en réduisant les coûts. Ça, c'est le rôle des cadres de l'orga. Maintenant, c'est le rôle des candidats ou des militants aussi de faire les bons choix pour, de leur côté, réduire les coûts, augmenter les rétributions, tout en sachant qu'il y aura malgré tout des coûts incompressibles, et tout en sachant que, bah oui, il y aura aussi des récompenses qu'on n'imagine même pas qui peuvent arriver, quoi. Donc, je dirais qu'il faut faire un examen honnête et essayer de pas se trouver d'excuses. Et si je devais te dire un mot, un conseil pour les gens qui hésitent, qui savent pas trop s'ils doivent franchir le pas, je trouve que les bénéfices du militantisme, on les récolte quand on accepte de faire un peu le saut dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir non plus un rapport transactionnel. Faut pas se dire que c'est comme un boulot où je signe un contrat, je donne des heures, j'ai de l'argent. Ça reste de l'abnégation, voilà. On précise. Je pense que voilà, il faut pas y aller comme ça. Il faut se dire, vous avez envie de tester, vous avez envie de voir, vous avez envie d'aider la cause, tout simplement. Ça, c'est très bien. Allez-y. Et au début, on va vous demander surtout de donner. Vous n'allez pas forcément beaucoup recevoir. C'est normal parce que c'est le temps de se mettre dans la culture du groupe, apprendre comment ça marche. Mais après, vous allez en récolter les bénéfices. Ils peuvent être très nombreux. Et ce serait dommage de passer à côté d'une occasion d'abandonner sa routine et de vivre quelque chose, quoi. Voilà. Exactement. Voilà, et puis je sais que pour beaucoup de personnes, dire cette nébuleuse de groupes locaux, c'est quelque chose qui est assez inconnu. Et en fait, si ce qu'on vous a dit, on vous pousse à vous engager, n'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, etc. Nous, on répondra évidemment et on vous orientera vers des groupes qu'on connaît, dont on sait que les cadres sont des personnes de qualité, etc. On n'a aucun problème avec ça. Bien sûr. Vraiment, faut pas hésiter. On connaît suffisamment la mouvance pour vous faire des recommandations qui vont au-delà même de la famille identitaire. Donc, Exactement. Ouais. Et moi, je vais reprendre en termes de conclusion la question que j'avais posée avant, c'est que même si on a fait les risques et les récompenses de la chose, et peu importe la balance, en fait, on est face à des problématiques importantes pour notre peuple. En fait, la question ne devrait même pas se poser. Là, on vous fait un état des lieux pour que vous soyez tout en connaissance de cause, mais est-ce qu'il faut militer chacun dans son rôle, chacun à son envergure, etc. Mais est-ce qu'il faut militer pour notre peuple? Évidemment que la réponse est oui. Et nous, après un certain nombre d'années dans le militantisme, si on fait le net positif, si on fait la balance entre des risques et des récompenses, j'ai pas peur de le dire, elle est largement en positif et je ne regrette absolument pas de m'être engagé dans cette aventure. En plus, elle est nécessaire, donc c'est le cercle vicieux, un cercle vertueux, je crois. Voilà. Tout à fait. Et je rajouterais un élément. Il y a le principe alchimique qui dit que pour obtenir quelque chose, il faut sacrifier quelque chose qui a autant de valeur. Quand on prétend avoir les idées qu'on a et qu'on veut mener le combat, quel que soit influencer les choses, participer à quelque chose, qu'on a conscience du danger, qu'on veut combattre ces menaces, il y a un moment, il faut aussi accepter de donner quelque chose. Il n'existe pas de formule magique où vous allez avoir 100% d'influence, 100% de rétribution, 0% de risque. Ça n'existe pas. Évidemment. La question à vous poser, c'est quels sont finalement les risques que vous pouvez prendre sans que ça détruise votre vie,
sans que ça vous soit douloureux finalement, et quelles sont les rétributions qui pour vous auraient le plus de valeur, et à partir de là faire des choix. Mais il faut aussi accepter que bah oui, et si on veut obtenir ce qui nous est cher, c'est-à-dire défendre notre civilisation, etc., bah il y a un moment, il faut donner un peu de sa personne, de son temps, un minimum, quoi. Parce que si personne ne donne rien, on n'obtiendra rien, en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Exactement. Mais voilà tout pour cet épisode. J'espère qu'on vous a appris des choses. J'espère que vous y voyez plus clair sur ces questions, en tout cas, qu'on a démystifié pas mal de fantasmes, qu'on a peut-être confirmé pas mal d'a priori que vous avez également. Et on vous encourage à nous suivre, nous liker, nous partager. Le soutien, c'est important. Tout sera dans la description, évidemment. Et on se retrouve au prochain épisode. Merci à vous. Salut, à la prochaine. À la prochaine.